Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Pendant la suspension des travaux du Sénat, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session parlementaire. Et place ce matin à l'audition de Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, auditionné au mois d'avril par la Commission des affaires économiques présidée par le sénateur Les Républicains Jean-Claude Lenoir. L'occasion pour Jean-Bernard Lévy de s'exprimer pendant 2 heures sur la situation financière compliquée du géant français de l'électricité, dont la dette atteint 37 milliards d'euros. Au mois d'avril, d'ailleurs, l'État, actionnaire à hauteur de 85% du groupe, a injecté 3 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses. Une situation qui met en difficulté les investissements prévus, notamment la mise en sûreté des centrales existantes et les projets d'avenir comme les EPR, Flamanville, Taishan, mais surtout Hinkley Point, un projet désormais controversé qui doit prendre place en Grande-Bretagne et pour lequel Jean-Bernard Lévy milite très activement. Retour tout de suite à cette audition. Nous allons vous entendre, Monsieur le Président, détailler ces mesures, mais comporte notamment le soutien de l'État à travers une augmentation de capital et par le versement de son dividende en actions pour les 2 prochaines années. En même temps, baisse des investissements, économies supplémentaires, efforts qui seront faits, cession d'actifs, etc. Bon, il reste que certains projets d'EDF sont aujourd'hui contestés. Nous allons en reparler notamment concernant Hinkley Point. Mais d'ores et déjà, et avant de vous entendre, Monsieur le Président, vous posez quelques questions qui vont vous éclairer sur la demande de la Commission concernant Hinkley Point. Est-il exact qu'il y a des garanties sur le prix, mais pas sur le volume ? C'est-à-dire, est-ce que le consommateur britannique s'engage à consommer un certain volume d'électricité, garanti qu'il est pour ce qui est du prix. Quel est d'autre part son partage des risques entre EDF et son partenaire chinois CGN, avec lequel EDF a construit plusieurs réacteurs en Chine. La question aussi de la disponibilité de ces réacteurs et de la durée de réalisation de l'investissement. Est-ce que les durées annoncées seront respectées? Vous allez, d'autre part, bien sûr, nous parler d'Areva. Je ne veux pas prolonger trop, puisque j'ai déjà dit à mes collègues qu'ils auront 2 minutes, je le redis ici, pour poser une question. Il me reste 10 secondes pour vous dire qu'il y aura également des questions sur Fessenheim, sur la réduction de la part du nucléaire qui est prévue par la loi de transition énergétique, annoncée pour une part dans le cadre de la PPE, mais incomplète, puisque la part du nucléaire de la PPE n'est pas connue. Il y a aussi quantité d'autres questions qui seront relayées par l'équipe que vous avez devant vous, qui est la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai grand plaisir à venir m'entretenir avec vous, vous parler quelques minutes d'EDF et puis, bien sûr, surtout répondre à vos questions dans quelques instants. La situation d'EDF suscite beaucoup de questions et je dirais le sujet majeur, et c'est pour ça que nous nous sommes permis de vous distribuer une planche, un graphique. Le problème majeur, c'est que nous devons aujourd'hui, sur notre principal marché, celui de la vente, de la production d'électricité, ce qu'on appelle le marché de gros, nous avons aujourd'hui un marché, comme vous l'avez sur le document distribué, un marché très déprimé, où les prix ont été divisés par 2 en 2 ans. Ils sont aujourd'hui autour de 27 à 28 euros, contre plus de 50 euros en 2014 et même 60 euros précédemment. Les raisons sont principalement la baisse du prix des matières premières énergétiques, comme le charbon et le gaz, le pétrole derrière, et puis aussi le fait que la croissance n'est pas revenue, alors que de nouvelles capacités de production, vous l'avez dit, Monsieur le Président, se déploient de façon soutenue en France et dans les pays limitrophes. Nous ne sommes pas les seuls à connaître une situation difficile et je dirais même que la plupart des énergéticiens en France et dans les pays voisins ont rencontré des difficultés plutôt plus
fortes que les nôtres, ils ont tous eu des résultats déficitaires. Certains d'entre eux sont en train de se scinder en deux ou plusieurs entreprises indépendantes. Il n'est question ni de l'un ni de l'autre pour EDF. Nous sommes un groupe intégré et qui a vocation à le rester. Et nous sommes restés, là aussi, chaque année bénéficiaires. Nous n'avons pas, aujourd'hui, eu le moindre exercice déficitaire. Et je voudrais souligner que c'est un hommage rendu à la compétence, à la mobilisation des salariés et aussi au choix historique qu'a fait la France en faveur du nucléaire qui, comme vous le savez, représente aujourd'hui 75% de la production et qui nous permet de mettre à la disposition de nos clients une énergie et surtout une électricité bien moins chère que chez tous nos voisins, une électricité abondante qui assure la sécurité d'approvisionnement de la France, qui nous permet d'exporter et donc de maintenir ou de créer des emplois en France, et puis bien sûr une électricité qui est particulièrement décarbonée. À mon arrivée, j'ai estimé nécessaire de donner un cadre de travail à long terme pour EDF. Cela s'appelle notre stratégie CAP 2030, une stratégie qui s'inscrit dans la transition énergétique et qui est fondée sur nos convictions de ce que sera le monde de demain. Demain, l'énergie sera bas carbone. Il y a des facteurs climatiques, des facteurs géopolitiques qui font qu'il y a une forte demande de l'opinion publique à ce que l'énergie contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Demain, les consommateurs seront aussi des acteurs en matière énergétique. Historiquement, le consommateur était passif. Demain, il va s'occuper lui-même de piloter sa consommation grâce à des outils numériques. Il sera lui-même un producteur. Il pourra vendre l'électricité à lui-même, mais aussi à ses voisins. Demain, nous verrons que de nombreux moteurs de la croissance économique fonctionnent à l'électricité. J'en citerai deux. La mobilité électrique, que ce soit les transports collectifs ou les véhicules individuels, et puis le développement rapide des technologies de l'information et de la communication, qu'on pense au data center ou que l'on pense à tous les objets du quotidien que nous avons aujourd'hui dans nos domiciles et qui marchent à l'électricité. Et quelquefois, nous laissons tous les uns les autres, n'est-ce pas, nos chargeurs toute la journée à chauffer. On pourrait d'ailleurs faire attention. Moi le premier, bien sûr. Et donc, dans ce modèle où la production décentralisée va se superposer au modèle centralisé et hiérarchique actuel, EDF, qui est évidemment l'archétype du modèle centralisé et hiérarchique, doit apporter des réponses et c'est l'objet de notre stratégie CAP 2030. Notre premier objectif, c'est de développer des offres compétitives, numériques et décentralisées que nos clients attendent, que ce soit nos clients ménages, que ce soit les territoires, les collectivités locales, qui cherchent eux-mêmes à déterminer leur propre transition énergétique. Le deuxième objectif, c'est en matière de production. Nous avons un mix bas carbone particulièrement remarquable. Nous jouons très bien de la complémentarité entre les énergies nouvelles renouvelables, l'hydraulique, autre énergie renouvelable, mais plus ancienne, et bien sûr le nucléaire. Et puis nous voulons bénéficier de compléments de croissance pour le groupe EDF dans des zones géographiques dynamiques où nous pourrons apporter notre expertise d'électriciens bas carbone. Nous avons une caractéristique qui est très forte en matière d'innovation chez EDF. Nous sommes l'un des rares électriciens, sinon le seul, à avoir historiquement de fortes capacités d'innovation autonome, puisque nous dépensons chaque année environ 600 millions d'euros à travers des équipes fortes de 2000 chercheurs en matière de recherche et développement. Ces chercheurs sont principalement localisés en France, mais ils le sont aussi dans d'autres pays du monde. Et j'étais récemment en Californie où nous avons une petite équipe qui est au cœur de la Silicon Valley pour justement être au courant de toutes ces interactions entre énergie et numérique qui sont très importantes pour le monde de demain. Nous voulons nous inscrire dans des écosystèmes, travailler avec les start-up, les incubateurs et bien sûr les acteurs du monde scientifique et académique. Et ça se traduit déjà concrètement puisque 10 millions de nos clients ont déjà un espace client digital. Et notre application qui aide nos clients à faire des économies d'énergie, qui s'appelle Équilibre, est déjà en usage dans 1 million de foyers à travers notamment les smartphones. Nous voulons aussi
développer des solutions décentralisées pour répondre à la demande des collectivités territoriales. Et souvent, on le sait, les solutions innovantes passent par les territoires. Je suis frappé lors de mes déplacements dans les grandes métropoles provinciales de voir l'effervescence d'innovation qu'il y a et le rôle que nous jouons localement pour faciliter la mise en place de solutions adéquates, de solutions sur mesure pour ces différents territoires. Nous voulons donc identifier et valoriser les potentiels d'énergie renouvelable locale, comme par exemple la chaleur renouvelable, la biomasse ou la géothermie pour alimenter des réseaux de chaleur ou de froid. Nous sommes au premier plan en matière de solutions de mobilité électrique. Nous innovons dans l'éclairage public et bien sûr, Madame la ministre Ségolène Royal y fait référence fréquemment, nous avons à innover et nous le faisons en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Je donnerai quelques exemples. L'ensemble éolien catalan, 96 MW, qui permettra dès cet été de valoriser le potentiel de vent des Pyrénées-Orientales, produisant l'équivalent de la consommation d'une ville de 120 000 habitants, l'une des plus grandes fermes éoliennes de France. Deuxième exemple, en Vendée, nous travaillons avec le syndicat départemental d'énergie de manière à déployer 125 bornes de recharge électrique pour mailler le territoire du département. Cette infrastructure, son exploitation et sa gestion en sont assurées par notre filiale Sodetrel. Le deuxième axe de notre stratégie, c'est la production bas carbone. Je ne rappellerai pas le succès de la COP 21, mais je voudrais dire que EDF, de ce point de vue-là, est d'ores et déjà exemplaire, puisque nous disposons d'un parc de production qui n'émet que 15 grammes de CO2 par kilowattheure produit, et que c'est un chiffre exceptionnel, c'est 20 fois moins que la moyenne des pays européens. 15 grammes, 20 fois moins que 310 grammes les voisins européens. Cela est grâce aux choix historiques remarquables qui ont été faits dans notre pays, des choix historiques qui font que notre parc de production repose essentiellement sur des énergies renouvelables et sur du nucléaire. Vous le savez, nous avons des ambitions fortes en matière de développement des énergies renouvelables. D'abord, nous avons encore à exploiter davantage notre potentiel hydraulique, et puis nous avons aussi à faire reposer nos efforts sur l'éolien, le solaire et la chaleur renouvelable. On l'ignore souvent, mais EDF est le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe, et l'un des premiers dans le monde, derrière les opérateurs chinois. Chaque année, nous investissons 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros pour produire de nouvelles capacités de renouvelables, soit un peu plus que notre investissement dans les nouveaux moyens de production d'électricité d'origine nucléaire. Notre objectif à l'horizon 2030, c'est de doubler la capacité du parc d'électricité renouvelable que nous exploitons en le passant de 28 à 50 gigawatts. Je voudrais souligner que notre présence en matière d'énergie renouvelable se déploie en France, mais aussi dans d'autres pays. Nous avons des contrats d'approvisionnement importants avec des grands noms comme Ikea, Google ou Microsoft. Et je vous donne volontiers un exemple, un parc éolien que nous avons lancé, mis en service près de Chicago. 175 MW, 103 éoliennes qui vont alimenter des data centers de Microsoft qui, lui, veut, vis-à-vis de ses clients, pouvoir afficher qu'il fournit ses clients avec de l'énergie renouvelable. Moi, je suis convaincu que notre avenir repose sur le bon mix entre le renouvelable et le nucléaire. Le nucléaire apporte bien sûr une excellente disponibilité, une excellente prévisibilité et un coût très compétitif. Les renouvelables apportent un complément décarboné très puissant lorsqu'il vente ou qu'il fait soleil. Et nous avons donc mis en œuvre des méthodes de gestion de notre parc qui sont assez uniques au monde et qui nous permettent de moduler la production nucléaire de manière à ce qu'elle complète la production renouvelable. Nous devons donc, au-delà du développement des énergies renouvelables, conforter aussi notre parc nucléaire existant. Ça veut dire, vous le savez, faire le grand carénage, programme indispensable, un programme de grande ampleur pour l'ensemble de la filière nucléaire, porteur d'emplois, mais aussi un programme très rentable pour notre collectivité nationale. Et dès mon arrivée à EDF, j'ai demandé au conseil d'administration qu'il a voté que le principe de ce programme soit conforté. Ça a été fait en janvier 2015. Nous allons donc prolonger la durée de fonctionnement de nos centrales tout en augmentant encore le niveau de sûreté et tout ceci se faisant sous le contrôle et sous réserve de l'accord de l'autorité de sûreté
nucléaire. Le coût du grand carénage, 51 milliards d'euros courants de 2014 à 2025. C'est 15% de moins que notre évaluation initiale. Nous avons pu optimiser les coûts du grand carénage. Et le grand carénage va être, dans les années qui viennent, le premier poste de dépenses d'investissement pour EDF. Sur les 10 années, c'est en moyenne 40% de nos investissements annuels que nous consacrerons à ce programme. Le grand carénage, c'est donc un bon investissement puisqu'il permettra aux Français de continuer à bénéficier de l'électricité au meilleur coût, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de conserver, en améliorant la sûreté, de conserver des installations existantes. Mais nous devons aussi préparer l'avenir du nucléaire avec les EPR et notre premier objectif, qui est véritablement essentiel, on dit volontiers stratégique, c'est de mettre en service l'EPR de Flamanville. Nous avons franchi, il y a un mois, au mois de mars, comme prévu, le premier jalon clé conformément au calendrier que nous avions mis à jour à l'été 2015 et qui prévoit un démarrage du réacteur au 4e trimestre 2018. Une nouvelle organisation industrielle a été mise en place pour garantir la maîtrise du chantier avec nos partenaires de façon beaucoup plus transparente, beaucoup plus partagée. Et je crois que cette nouvelle organisation du chantier, en tout cas pour l'instant, s'avère nettement plus efficace. Et puis il y a bien sûr le dossier Hinkley Point sur lequel vous m'avez posé une première série de questions. Prochainement, le conseil d'administration aura à se prononcer sur le lancement de cet investissement pour la construction de 2 EPR en Grande-Bretagne. Cette décision, je crois qu'elle aurait été déjà prise si les prix de marché étaient restés à 50 €. Elle aurait déjà été soumise au vote du conseil d'administration, mais avec la baisse brutale des prix de marché qui est intervenue à la fin de l'année 2015, cette conjoncture m'a imposé de commencer par sécuriser la trajectoire financière du groupe EDF. Ne pas se lancer dans cet investissement qui est important sans avoir sécurisé la trajectoire financière d'EDF. Ceci est fait, vous y avez fait allusion à travers les annonces le jour de notre conseil d'administration, vendredi 22, vendredi dernier. J'y reviendrai dans un instant. J'ai aussi décidé de consulter le comité central d'entreprise, le CCE, car les représentants du personnel, les élus du CCE, m'en ont fait la demande de manière unanime. Mais c'est un projet qui, je crois, conserve toutes ses qualités et qui devra se faire pour de nombreuses raisons. Le premier, c'est que ce projet est extrêmement rentable. Nous avons le bénéfice de ce qui s'appelle le contrat pour différence avec le gouvernement britannique. Ce contrat pour différence sécurise un prix de vente pendant 35 ans, de 2025 à 2060. Ce prix est indexé sur l'inflation. Ceci nous permet d'afficher un taux de rentabilité de l'investissement d'environ 9% par an, 9% par an sur les 70 ans qui viennent, 10 ans de construction, 60 ans d'exploitation. Et 95% de cette valeur créée est réalisée pendant les 35 ans où le prix est garanti. Ce contrat, aide d'État, a été validé par la Commission européenne. Il est donc robuste. Il n'est pas fixé par une loi qui pourrait être modifiée unilatéralement par le gouvernement britannique à un moment ou à un autre. C'est un contrat bilatéral entre l'État britannique et l'entreprise que nous sommes, notre filiale, qui construira et exploitera les 2 réacteurs. Et puis nous n'investissons pas seuls, nous investissons, vous l'avez cité aussi, avec nos partenaires chinois, CGN, nos partenaires de 30 ans, qui connaissent l'EPR, puisqu'ils en construisent 2 actuellement à Taishan, et qui ont décidé de porter 1/3 de l'investissement total, soit 8 milliards d'euros. Ce projet est rentable, il se déroule dans un excellent climat de confiance avec nos partenaires chinois et britanniques. Ce projet est aussi mûr. Tous les accords avec l'État britannique et avec notre partenaire CGN sont prêts. Ils ont été approuvés par la Commission européenne. Les contrats avec les principaux fournisseurs et prestataires sont finalisés. Je rappelle que ce n'était pas le cas au moment du lancement de Flamanville. Les équipes ont été organisées, elles sont prêtes. Les dirigeants du projet ont été désignés. Bien sûr, Hinkley Point intégrera le retour d'expérience de Flamanville 3 et de Taishan. C'est déjà le cas en matière d'ingénierie et de conduite de chantier.
Ce sera le cas en ce qui concerne la mise en service, puisque nous prévoyons que le premier béton de sûreté, c'est-à-dire l'érection du bâtiment, le début de l'érection du bâtiment nucléaire, qui interviendra en 2019, ce premier béton de sûreté interviendra après la mise en service de Taishan 1 et de Flamanville 3. Ces 2 réacteurs d'Hinkley Point seront donc le 5e et le 6e EPR à être construits dans le monde. Alors on parle beaucoup des risques. J'ai demandé, vu l'ampleur du projet, avec mes références industrielles dans ce secteur et dans d'autres secteurs, j'ai demandé qu'une revue de risques soit conduite fin 2015. Elle a établi que les risques sont connus et surmontables, moyennant la mise en œuvre d'une série de recommandations. Et j'ai décidé d'appliquer l'ensemble de ces recommandations. Il y aura bien sûr, au fur et à mesure de la vie de ce projet de 10 ans, d'autres revues de risques. C'est une procédure habituelle pour des projets de cette ampleur. Je voudrais vous dire que le report d'Hinkley Point ne me semble pas opportun. Certains évoquent la possibilité de reporter le projet après la mise en service de Flamanville et de Taishan, et ce n'est à mes yeux ni nécessaire ni faisable. Les risques sont nombreux. Le report de plusieurs années amènerait le gouvernement britannique à se tourner vers des solutions alternatives. Et il ne manque pas aujourd'hui de constructeurs de réacteurs nucléaires qui s'engouffreraient dans la brèche ainsi créée. Le contrat pour différence deviendrait caduc. Il faudrait renégocier avec le gouvernement britannique et avec la Commission de Bruxelles. Le report du projet mettrait aussi en péril notre partenariat avec CGN, notre partenaire chinois. Enfin, nous devrions également renégocier les contrats avec les principaux fournisseurs qui représentent environ 70% des coûts. Et les dépenses déjà engagées sur le projet seraient en grande partie perdues. Je suis donc convaincu que Hinkley Point doit se faire, il doit se faire maintenant, dès que nous aurons eu l'avis du comité central d'entreprise. Je voudrais souligner que la construction de ces EPR ouvre des perspectives absolument majeures pour l'ensemble de notre filière française d'excellence dans le nucléaire. On pense qu'il y a environ 220 000 emplois en France qui sont concernés par le nucléaire. Le projet nous permettra de disposer d'une offre plus compétitive pour le renouvellement du parc lorsque la question se posera en France. Il nous permettra aussi d'être crédibles à l'exportation. Comment être crédible pour vendre des EPR à l'exportation si nous ne commandons pas à nous-mêmes nos propres produits? Je voudrais revenir maintenant sur le contexte économique. La courbe que je vous ai distribuée montre l'ampleur et la rapidité de l'évolution des prix de marché de l'électricité. Les causes de cette baisse des prix sont bien connues. Il y a des facteurs de consommation qui augmentent la consommation d'électricité, mais il y a aussi des facteurs de diminution de la consommation d'électricité. Le plus important, et nous n'en sommes satisfaits, c'est l'efficacité énergétique. C'est le fait que les consommateurs, les entreprises, les administrations ou les ménages sont plus attentifs. Mais il y a aussi des facteurs de baisse durable de la consommation d'électricité dans un phénomène qu'il faut déplorer, c'est celui de la désindustrialisation de notre pays, qui crée une baisse de la demande d'électricité lorsque les usines fortement consommatrices s'arrêtent. Et on sait que dans la durée, nous avons perdu malheureusement des emplois industriels, en particulier dans ce qu'on appelle les industries électro-intensives. Ces facteurs de baisse ne sont pas vraiment compensés en volume par la hausse induite par la démographie, par la hausse induite par le développement des nouveaux usages de l'électricité, je parlais des data centers ou des véhicules électriques, ce qui fait que la demande d'électricité est stable depuis plusieurs années alors que l'offre augmente chaque année et que par exemple en France, nous avons connecté, la France, 2000 mégawatts d'énergie nouvelle renouvelable en 2015. Ce phénomène apparaît durable. Les marchés nous donnent des indications sur les prix dans 2 ou 3 ans. Et il semble que ces prix ne sont pas destinés à remonter fortement avant 2 ou 3 ans. Ceci crée pour EDF une situation très différente de ce qu'elle était précédemment. Pourquoi? Eh bien parce qu'EDF est beaucoup plus fortement exposé au prix de marché qu'il ne l'était il y a quelques années. Il y a quelques années, nous avions moins de 20% de nos productions qui se vendaient sur le marché, principalement la production pour les industriels. Aujourd'hui, c'est 65% de notre production qui se vend sur le marché, puisque nous avons progressivement ouvert, ou plutôt mis fin au prix régulé, en particulier sur les entreprises de toute nature, ce qu'on appelait les tarifs jaunes
et vert. Et nous avons donc le plein effet en 2016 et 2017 de cette baisse des prix de marché, avec 65%, plus de 3 fois plus le chiffre d'il y a 3 ans, de notre production qui se vend aujourd'hui sur le marché. Et donc ceci crée les conditions d'un déséquilibre durable sur les comptes d'EDF entre les capacités de financement et les besoins d'investissement. Ce déséquilibre durable, il est par certains côtés soluble, mais à condition de prendre des mesures, et c'est tout l'objet du plan que j'ai présenté en conseil d'administration vendredi dernier et que je vais vous décrire maintenant. Ces mesures sont indispensables car nous n'avons pas le choix que d'investir. Il n'est pas question que nous nous arrêtions d'investir. Je l'ai dit, nous avons besoin de faire le grand carénage et de conforter le parc existant. Nous avons besoin de développer les énergies nouvelles renouvelables et de doubler notre parc installé d'ici à 2030. Nous avons besoin de poursuivre le développement de notre filière nucléaire avec de nouveaux réacteurs, Flamanville, Taishan, Hinkley Point, puis des réacteurs qui seront construits en France pour commencer le renouvellement du parc à l'horizon 2030. Et les décisions seront à prendre vers 2020. Et puis nous avons aussi besoin d'investissements importants dans le réseau. Et vous qui êtes souvent très proche du terrain, dans les territoires, vous savez bien qu'il y a une forte demande pour la qualité de service telle qu'elle est fournie par notre filiale ERDF, qu'il y a des besoins d'enfouissement, qu'il y a des besoins de raccordement d'énergie renouvelable. Et puis il y a un programme particulier dans lequel nous sommes engagés, c'est celui du compteur Linky. Pour faire face à cette situation, la trajectoire financière que j'ai donc présentée au conseil d'administration vendredi dernier vise à sécuriser l'avenir d'EDF dans un monde qui a beaucoup changé, qui est beaucoup plus difficile qu'il ne l'était. Alors quel est le contenu de ce plan ? D'abord, il s'agit d'optimiser nos investissements. Ce n'est pas parce que nos investissements sont indispensables qu'il ne faut pas les optimiser. Et nous avons établi que certains des investissements qui se terminent, je pense à la rénovation des moyens de production dans les îles, comme la Corse ou les îles des départements d'outre-mer. Je pense à la terminaison prochaine de la construction d'un terminal gazier à Dunkerque. Je pense à la construction de notre magnifique campus de Saclay. Voilà des programmes qui se terminent. Voilà aussi des exemples d'investissements que peut-être nous ne lancerions plus aujourd'hui dans cette conjoncture plus difficile. Et avec cette plus forte sélectivité de nos investissements, mais tout en restant cohérent avec la stratégie CAP 2030, eh bien, nous estimons pouvoir, sur le périmètre existant, économiser environ 2 milliards d'euros d'ici à 2018 et faire que nos investissements sur le périmètre existant passeront d'environ 12,7 milliards à environ 10,5 milliards d'euros de 2015 à 2018. Nous aurons bien sûr des investissements nouveaux qu'il faut poursuivre, qui ne sont pas dans ces chiffres, tels que Linky, tels que Flamanville et Hinkley Point. Nous avons à réduire aussi nos charges opérationnelles. Nous avons déjà réduit nos coûts en 2015. C'est la première fois depuis des années et des années qu'EDF réduisait ses charges opérationnelles. Nous les avons réduites de 300 millions d'euros, soit 1,4% en 2015. Lors de la présentation des comptes en février, j'ai annoncé un objectif de réduction de nos charges opérationnelles de 700 millions d'euros en 2018 par rapport à 2015. Vendredi dernier, en Conseil, nous avons annoncé et rendu public quelques heures après que nous portons cet objectif de 700 millions d'euros de réduction en 2018 à au moins 1 milliard d'euros en 2019. Donc nous allons accentuer les efforts que nous faisons sur nos charges opérationnelles. Cependant, je voudrais souligner que, comme nous l'avons partagé avec les représentants du personnel en début d'année, nous serons amenés, et c'est assez logique, à ne pas remplacer tous les départs à la retraite, à développer la mobilité, à cibler nos recrutements sur les métiers en tension et sur les métiers au cœur de la stratégie CAP 2030 d'EDF, par exemple dans les métiers du numérique. Mais cette évolution de l'emploi a été anticipée puisque, avec un souci d'organiser les transferts de compétences entre les générations qui partent à la retraite et les générations qui rentrent dans l'entreprise, nous avons anticipé de nombreux recrutements en début de la décennie 2010, afin justement d'organiser bien cette transmission de compétences avec beaucoup de dépenses de formation. Et donc, comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, nous allons diminuer les effectifs d'EDF
dans le cadre des trajectoires que nous avions partagées avec le CCE en janvier dernier, et non pas au-delà, et je coupe ainsi court à des rumeurs que nous allions renforcer ces baisses d'effectifs. Il y aura celles qui étaient prévues en début d'année, mais nous ne prévoyons pas, en tout cas nous ne prévoyons pas aujourd'hui, d'aller plus loin. Troisième élément de notre plan pour sécuriser notre trajectoire financière, un plan de cession d'actifs. Ce plan vise à céder des actifs pour environ 10 milliards d'euros à l'horizon 2020 en concentrant le périmètre d'EDF sur nos actifs clés. Le plan de cession inclut des participations minoritaires, il inclut des actifs de production thermique hors de France et il inclut aussi la concrétisation d'un chantier que les deux ministres de Bercy ont également annoncé en fin de semaine dernière, le chantier de l'évolution du capital de RTE, dont aujourd'hui EDF détient 100% du capital, sans pouvoir assurer une gouvernance normale. Il y aura des orientations stratégiques que le directoire de RTE est en train de préparer. Nous aurons à inscrire l'évolution du capital de RTE dans ces orientations stratégiques. Enfin, la trajectoire financière sécurisée d'EDF inclut un rôle essentiel de l'État, l'État en tant qu'actionnaire et l'État en tant que régulateur du secteur. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, EDF a fait part au Conseil d'administration de son intention de proposer sur les années 2016 et 2017 une option de versement des dividendes en actions et l'État a indiqué qu'il retiendra cette option comme il l'a déjà fait en 2015 puisque sur l'exercice 2015, le dividende que l'État tire d'EDF, l'État le touche en titre et non pas en cash. Donc cet argent, 1,8 milliard environ, sur l'exercice 2015, reste dans l'entreprise pour renforcer nos fonds propres et améliorer notre équilibre bilanciel. D'autre part, EDF soumettra à son conseil d'administration d'ici la clôture des comptes 2016 et sous réserve des conditions de marché, un projet d'augmentation de capital d'environ 4 milliards d'euros et l'État a indiqué qu'il souscrira à cette augmentation de capital à la hauteur de 3 milliards d'euros. Donc vous voyez que par ces deux mesures, celle sur le dividende et celle sur l'augmentation de capital, l'État actionnaire, l'État investisseur avisé, accompagnera le groupe EDF dans cette période d'investissement stratégique. Mais l'État est aussi régulateur et je voudrais terminer cette présentation en vous disant quelques mots sur le besoin indispensable que nous avons d'adapter le modèle de marché. Le modèle de marché actuel n'est pas durable. Tous les énergéticiens européens sont en grande difficulté et comme je le disais au début de mon intervention, EDF est plutôt parmi les bien portants des énergéticiens européens. Aucun investissement aujourd'hui ne se réalise sur le territoire européen s'il n'est pas subventionné. Les prix de marché ne permettent de justifier d'aucun investissement. Il faut qu'il y ait des interventions du régulateur pour que les investissements, notamment en matière d'énergie renouvelable, se fassent. Une évolution est donc nécessaire du modèle de marché car la régulation systématique des investissements ne peut pas être la seule réponse à la mise en concurrence qui a été décidée il y a maintenant 20 ans des services de fourniture d'électricité et d'ailleurs aussi de gaz. La première nécessité, c'est de donner un prix minimum au carbone pour la production d'électricité. Certains pays comme le Royaume-Uni ou la Suède l'ont déjà fait. Le président de la République a déclaré à la conférence environnementale, je crois que ça a été repris par la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer hier et à nouveau ce matin, le président de la République a décidé d'une démarche unilatérale de la France. Je crois qu'il a même insisté sur le mot unilatéral, pour fixer un prix plancher du CO2 afin d'entraîner d'autres pays avec nous. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour la planète, mais aussi pour notre industrie et pour notre groupe. On voit que dans certains pays voisins, il continue à se faire de nouveaux investissements dans des centrales au charbon ou au lignite. Investissements qui sont fortement polluants, générateurs de particules et générateurs de gaz à effet de serre. Et ceci doit interpeller sur la cohérence qu'il y a entre les objectifs qui sont affichés et les politiques qui sont réellement mises en place. Nous considérons qu'un prix de 30 à 40 € la tonne permettrait de remettre au bon endroit dans l'ordre de mérite les moyens de production en fonction de leurs émissions et notamment de faire passer les centrales au gaz devant les centrales au charbon. Nous souhaitons aussi
que soit reconnue la valeur des capacités de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, c'est ce qu'on appelle le marché de capacité. Je voudrais vous dire que d'après nos analyses, en cas de grand froid durable, heureusement ça n'a pas été le cas en 2016, pas plus qu'en 2015 ou 2014, mais nous avions eu en 2012 une longue période de grand froid qui touchait l'essentiel de l'Europe de l'Ouest. Et nous pensons que, tel que le marché est organisé aujourd'hui et va s'organiser, nous ne pouvons pas garantir, c'est l'analyse d'EDF, il y a aussi l'analyse de RTE, bien évidemment, qui est en charge de ce sujet, mais l'analyse d'EDF, c'est que nous ne pouvons pas garantir l'absence de blackout au vu des fermetures de centrales non rentables que tous les électriciens mettent en œuvre dans ces marchés avec des prix aussi déprimés. Le mécanisme de capacité est donc nécessaire si on veut en permanence fournir l'électricité à tous les clients en cas de longue période de grand froid. Enfin, il faut aussi créer un cadre régulatoire qui permettra que de nouveaux investissements soient décidés et fondés sur des prix de marché, puisque, comme je le disais, tous les investissements sont payés par une garantie de prix de vente, c'est-à-dire par l'augmentation de la facture des clients finaux dès aujourd'hui, et ce mécanisme n'est évidemment pas durable. En conclusion, avant de répondre à vos questions, et je répondrai, Monsieur le Président, à vos questions plus précises sur Hinkley Point, si vous le voulez bien, tout à l'heure. En conclusion, nous sommes à un tournant. En 70 ans, puisque nous avons fêté il y a quelques jours les 70 ans d'EDF, nous avons construit, pour la collectivité nationale, un parc de production capable d'alimenter tous nos clients de manière efficace en électricité. Mais nous vivons une transition énergétique, une transition numérique, la définition de nouveaux modèles de marché décentralisés, et c'est une nouvelle page qui va s'écrire pour l'histoire du groupe EDF. Mon rôle, c'est de m'assurer qu'EDF puisse poursuivre sa mission. Nous sommes une grande entreprise au service du public. Nous sommes l'entreprise de service public qui recueille le plus d'adhésion des Français. Nous devons encore nous ancrer davantage dans les territoires et nous devons participer activement à la réponse que chacun attend en matière d'enjeux climatiques, en matière de climat. Ce sont des enjeux qui se posent à la planète. Nous avons donc une stratégie, et je dirais que la trajectoire financière que j'ai pu annoncer la semaine dernière me permet de dire que nous avons aussi désormais les moyens de remplir notre mission et de tenir nos promesses. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire à titre préliminaire. J'ai peut-être été un peu long et je m'en excuse, et puis je vais maintenant répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Je suis certain que vous avez d'ailleurs répondu à l'avance à certaines des questions qui peuvent être posées, qui néanmoins vont être peut-être reformulées. Alors, je rappelle les règles. 2 minutes, j'ai quelqu'un à côté de moi qui... Chrono. Je crois que si on veut tenir dans un temps qui soit compatible avec nos différentes contraintes, il est absolument indispensable. Alors, alternativement entre les différents groupes, donc tout d'abord Ladislas Poniatowski, ensuite Roland Courteau et un intermède, Maurice Vincent, qui est membre de la Commission des Finances et rapporteur spécial de l'Agence Participation de l'État. Ah oui, il aura 2 minutes aussi. Mais c'est déjà bien 2 minutes, n'est-ce pas? Bien. Allez, Ladislas Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, concernant vos investissements, j'ai bien retenu vos chiffres. Vous ne les avez pas tous annoncés d'ailleurs. Hinkley Point, 16 milliards. Je ne sais pas combien à votre charge, combien à la charge de votre partenaire chinois. Grand carénage, vous nous avez dit 51 milliards. Je pensais que le chiffre en interne chez vous était déjà à 55 milliards. Vous n'avez pas rappelé, mais racheter l'activité nucléaire d'Areva, c'est 2,5 milliards. Enfin, il y a un chiffre que vous n'avez pas donné, c'est l'état de votre dette actuelle. Vous êtes à 37,3 milliards. Alors, je suis ravi pour vous que l'État actionnaire ait accepté de vous suivre dans une augmentation de capital à hauteur de 3 milliards. L'addition n'y est pas. Même si certains investissements, comme les 51 milliards du grand carénage, c'est d'ici 2025, moi je vous pose une question très simple que je vous ai déjà posée une fois. Vous prenez bien un partenaire pour Hinkley Point, un partenaire chinois. Pourquoi est-ce que dans cette facture colossale du grand carénage, vous ne prenez pas des partenaires
même français. Il y a déjà 5 centrales nucléaires françaises où vous n'êtes pas propriétaire à 100%. Une partie de ces centrales appartiennent à des partenaires privés. Pourquoi ? Pour alléger votre dette, vous n'ouvrez pas une partie du capital pour la rénovation de vos réacteurs. C'était ma première question. Si j'ai le temps, ma deuxième renouvelable. Le renouvelable, vous avez bien dit que vous seriez présent. Moi, je vous rappelle ce que vient d'annoncer le Danemark. Je prends exprès pour une fois pas l'Allemagne en exemple. Le Danemark. 50% de la production d'électricité vient de l'éolien. Cri de toutes les entreprises. Les entreprises danoises paient leur électricité 3 fois plus cher que les entreprises françaises. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut mettre un certain holà ? Merci. La parole est à Roland Courteau, ensuite Maurice Vincent. Merci, Monsieur le Président. Oui, concernant la décision de reporter de quelques mois Hinkley Point et de consulter le CCE, je dis, elle est la bienvenue. Mais selon moi, le bon report devrait être de 2 ou 3 ans. Il semblerait en effet très risqué de lancer l'opération dès maintenant. C'est aussi notamment l'avis des syndicats et il est largement partagé. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de renoncer, mais de reporter le projet pour mieux assurer sa réussite. Le lancer dès maintenant ne serait-il pas faire prendre à EDF un risque existentiel, et je pèse bien mes mots. Conjoncture dégradée, contexte industriel qui n'est pas favorable, situation financière d'EDF préoccupante, achat d'Areva, grand carénage, modification du schéma de participation et baisse de la participation des Chinois. Question, allez-vous persister ou bien reporter la décision de 3 ans? Quant à l'argument selon lequel si nous n'engagions pas l'opération immédiatement, le Royaume-Uni pourrait se tourner vers d'autres concurrents. Personnellement, moi, je n'y crois pas. D'abord parce que seul l'EPR est certifié par l'autorité de sûreté britannique. Ensuite, seul EDF possède les terrains préparés et l'autorisation de construire. Donc il faudrait plusieurs années à tout autre projet concurrent. N'y a-t-il pas, Monsieur le Président, d'autres priorités immédiates que Hinkley Point ? Et enfin, concernant l'Europe, quelle est véritablement votre stratégie? Vous soulignez par ailleurs que vous investissez beaucoup dans les énergies renouvelables, mais dans le même temps, on observe des ventes d'actifs d'énergie renouvelable pourtant rentables, et parallèlement, le groupe prend des engagements dans de nouveaux projets. Alors, pouvez-vous nous expliquer? Bien, je remercie le président Courteau, qui n'a pas consommé son temps. La parole je peux continuer, est à Maurice, c'est un encouragement à limiter. La parole est à Maurice Vincent, ensuite à Bruno Sido. Oui, merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir dans votre commission. Monsieur le Président, moi je voudrais poser 3 questions rapidement. Concernant la dette, qui est une question importante, 37 milliards, cela a été dit fin 2015. Quelles sont vos perspectives dans votre plan financier à moyen terme? Comment la voyez-vous évoluer, puisqu'elle a quand même augmenté de 8% entre 2014 et 2015? La deuxième question, c'est sur les ventes d'actifs. 10 milliards sont annoncés. J'ai pu lire dans la presse que sur ces 10 milliards, 6 milliards seraient réalisés, étaient envisagés en tout cas, sur 2016. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ou pas? Et puis pour Hinkley Point, qui est évidemment une question importante, il y a un engagement sur les prix. Est-ce qu'il y a un engagement sur les quantités achetées par le Royaume-Uni? Je vous remercie. Bien, merci. La parole est à Bruno Sido, ensuite à Franck Monteger. Ma question est très simple. Il est question de plus en plus, j'entendais encore Madame la ministre de l'Environnement ce matin à la radio, nous dire que Flamanville allait être fermé, que fin 2016, Fessenheim. Ces mouvements divers sont pris sur le temps de parole de Bruno Sido. C'est très court. Fessenheim, donc fin 2016, les décisions devraient être prises, etc. Vous avez fait des gros travaux en Fessenheim, puisque les 2 tranches ont été rénovées. Et ma question est toute simple. Est-ce que vous allez être indemnisé de ces travaux? Parce que finalement, soit vous auriez pu ne pas les faire et fermer plus tôt, puisque vous les avez fait, que vous pensez devoir les amortir, je ne sais pas combien de temps, vous nous le direz d'ailleurs, allez-vous être indemnisé? Ça, c'est la première question. Et comment allons-nous indemniser les Suisses et les Allemands qui sont copropriétaires de cette centrale?
Bien, merci Bruno Sido. La parole est à Franck Montaugé, ensuite à Sophie Primas. Mais merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président Lévy pour votre exposé. Un regard rétrospectif sur les 15 dernières années nous amène à constater qu'EDF évolue dans le cadre d'un processus de libéralisation impensé. Impensé par l'État et les gouvernements qui se sont succédés, comme par les dirigeants de l'entreprise. La situation extrêmement préoccupante d'aujourd'hui nous conforte dans ce sentiment qu'il n'y a pas de vision, pas de stratégie suffisamment claire et partagée. Le bradage du patrimoine public, qui illustre une nouvelle fois, sous l'impulsion de Bruxelles, l'injonction de libéralisation de la production hydraulique, atteste également du processus de dépeçage progressif d'un des plus grands énergéticiens au monde. Dans ce même secteur, on a connu d'autres entreprises, et pas des moindres, qui ont disparu au terme de prises de décision qui sont avérées au final hasardeuses. EDF n'est pas à l'abri, et les grands projets dont vous avez parlé, qui sont autant de prises de risques, Hinkley Point en fait partie, pourraient accentuer ce processus pour certains d'entre eux. C'est cela qu'il faut éviter en revenant aux objectifs qui ont présidé il y a 70 ans à la nationalisation des entreprises du secteur de l'énergie de l'époque. Indépendance énergétique de la France et exportation, égalité d'accès à une électricité de qualité à des coûts maîtrisés pour tous et sur tout le territoire. C'est la péréquation tarifaire, peu de sollicitations financières de l'État sur longue période, modèle social exemplaire qui n'a pas peu contribué aux réussites depuis 1945. Tels ont été les ingrédients de la réussite. Et en définitive, EDF a contribué de façon essentielle, majeure, à la compétitivité de notre économie, à la souveraineté nationale de la France et à son rayonnement international. Le cap industriel doit rester celui-là, tout en intégrant les enjeux de la transition énergétique. Son respect dans la durée suppose qu'État et gouvernement s'opposent par tout moyen à la financiarisation des marchés de l'énergie. Vous avez, Monsieur le Président, évoqué ce point en parlant du modèle de marché actuel qui n'est pas durable. Là se situe la question politique majeure dont la réponse orientera le devenir d'EDF. Elle se pose tout autant au niveau européen que national. La stratégie industrielle d'EDF doit en être la déclinaison au bénéfice premier, ne l'oublions pas, des consommateurs et de nos entreprises. Merci Franck Montaugé. La parole est à Sophie Primas et ensuite à Martial Bourquin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, après ces questions très stratégiques, moi je voudrais être terre à terre. Vous avez décidé de fermer la centrale à fioul de Porcheville, avec notamment la fermeture de 2 générateurs dès 2017, alors que la décision de fermeture était 2023 à l'origine. Je comprends les caractéristiques financières probablement très lourdes de ce site. J'ai quand même levé l'oreille tout à l'heure quand vous avez parlé du marché de capacité, notamment pour faire face au grand froid durable, puisque cette centrale n'était utilisée que dans ce cas-là et que, effectivement, compte tenu de la météo des 2 dernières années, elle n'a pas été utilisée. Donc je comprends la charge financière, mais je comprends aussi le rôle de cette centrale de Porcheville. Donc mes questions seront là aussi assez pragmatiques. Je voulais savoir quel était le poids en fait de cette centrale de sécurité finalement par rapport au blackout que vous évoquiez tout à l'heure, le poids financier de cette centrale dans vos résultats. Comment vont être traités les 200 employés EDF qui travaillent sur ce site de Porcheville? Quelles actions avez-vous entreprises ou pensez-vous entreprendre sur les très nombreux prestataires de services qui travaillent pour cette centrale? Il y en a dans l'Indre-Vallée de la Seine 130 de dénombrés. Et puis ensuite, en tant qu'élu aussi de ce territoire, quelles sont les pistes de reconversion de ce site de 90 hectares aux portes du port de Limay que vous envisagez, y compris éventuellement dans la transition énergétique? Avez-vous des projets dans ce sens? Merci beaucoup. Bien, merci Sophie Primas. La parole est à Martial Bourquin, ensuite Daniel Dubois. Merci, Monsieur le Président, de cet exposé. 3 questions simples. Vous n'avez pas abordé la question des déchets et du démantèlement des centrales. Pouvez-vous l'aborder dans les réponses aux questions avec le prix que ça représente, parce qu'il y a eu des articles dans Le Monde et dans la presse économique nous disant que les prix pourraient exploser sur ces questions. Deuxième chose, 3500 postes supprimés, est-ce que ça sera au détriment de la présence territoriale? Vous savez que la présence territoriale de ce grand énergéticien qu'est EDF est une question essentielle. Et pouvez-vous nous préciser, je trouve que la note est salée, et est-ce qu'il est possible de revenir en arrière sur ces suppressions d'emplois? Troisième question, recherche fondamentale et appliquée. Vous avez parlé beaucoup du nucléaire, des énergies renouvelables.
est-ce que la recherche continue sur l'hydrogène, sur les énergies de demain, avec la question du numérique? On sait qu'il va y avoir de véritables révolutions dans la matière de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément? Merci. Bien, merci Martial Bourquin. La parole est à Daniel Dubois et ensuite à Delphine Bataille. Merci, Président. Monsieur le Président, moi j'ai une seule question. Vous nous avez précisé que vous aviez bâti un plan stratégique à 2030. Vous avez une production d'électricité qui est à 75% nucléaire. Je ne peux imaginer que vous ayez bâti ce plan sans naturellement penser les fermetures d'un certain nombre de centrales. Donc combien? Et avez-vous des assurances de l'État sur ce nombre de fermetures? Bien, merci Daniel Dubois. La parole est donc à Delphine Bataille et ensuite à Elisabeth Lamure. Merci, Monsieur le Président. Parmi les actions de désendettement d'EDF annoncé un plan de cession à hauteur de 10 milliards d'euros, dont 50% de RTE pour 3,5 milliards et l'évolution après le dernier conseil d'administration fait apparaître une part de RTE avant 2016. Je voudrais savoir si vous pouvez nous préciser maintenant à quoi correspond cette part ainsi que son montant. Vous avez également évoqué un plan d'économie qui augmente la réduction des charges opérationnelles à 1 milliard d'euros au lieu des 700 millions initialement prévus. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les modalités et le calendrier de ce plan? Vous comprendrez nos inquiétudes sur la solidité financière d'EDF qui aura aussi à supporter le poids d'Areva. Vous avez évoqué un certain nombre de charges à venir et je voudrais pour ma part revenir sur Cigéo puisque le dernier devis officiel prévoit un renchérissement du coût. Ce sont 25 milliards d'euros pour EDF. Je voudrais savoir comment vous avez prévu de répondre en termes d'échéancier et quel sera le montant du provisionnement immédiat. Enfin, comment envisagez-vous les perspectives en termes de coût de l'énergie, compte tenu aujourd'hui du niveau des prix et dans un contexte où il est difficile de démontrer la pertinence du nucléaire par rapport au prix des autres énergies, par exemple le baril du pétrole? Et est-ce que vous pensez que la notion de durée est suffisamment prise en compte dans nos débats publics? Je m'explique. Aujourd'hui, l'objectif de la loi qui fixe à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en moins de 10 ans semble illusoire pour beaucoup d'entre nous en raison de cette durée parfois mal appréciée et aussi au regard de la durée de vie des centrales. Quel est votre avis sur la prolongation en termes de durée de vie des centrales? Merci Delphine Bataille. La parole est à Elisabeth Lamure, ensuite Yannick Vaugrenard. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aurais une question qui porte sur l'hydraulique. Vous avez dit que vous souhaitiez optimiser votre potentiel hydraulique et en effet EDF gère, je crois, 80% du parc hydraulique de notre pays. Or, vous savez que la Commission européenne s'impatiente sur la mise en concurrence des concessions hydroélectriques. Je ne sais pas si les appels d'offres ont été lancés. En tout cas, c'est quelque chose qui dure depuis 2008. Lorsque les appels d'offres seront là, est-ce que EDF entend être candidate pour la gestion des concessions qu'elle exploite aujourd'hui? Et puis, dans le prolongement, une question concernant la redevance hydraulique, qui a donc été mise en place en 2006. Elle est importante parce qu'elle représente 24 ou 25% du chiffre d'affaires. Il semblerait que EDF ne s'acquitte pas de cette redevance et que seule la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, l'ait fait. Or, ce sont des montants qui sont extrêmement importants, tant pour l'État que pour les collectivités, puisque c'est un partage à 50-50 et cela représente plusieurs centaines de millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point? Je vous remercie. Merci Elisabeth Lamure. La parole à Yannick Vaugrenard, ensuite Philippe Leroy. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Lévy de la présentation particulièrement complète et détaillée que vous nous avez faite, ce qui nous permet d'avoir des informations très importantes. Vous l'avez souligné, EDF est exemplaire dans beaucoup de domaines. Et d'abord, je pense que le fait qu'EDF
été créé voici 70 ans, vous l'avez rappelé, par le Conseil national de la résistance. Le fait que la participation de l'État soit à hauteur de 85%, c'est la conséquence aujourd'hui, c'est la cause probablement aujourd'hui du fait que notre indépendance nationale énergétique est préservée. La conséquence, la cause également, le fait que le prix de l'électricité est moins important en France qu'ailleurs, vous l'avez souligné, et pour le particulier et pour nos entreprises. Cependant, nous sommes à un tournant, vous l'avez souligné, vous êtes montré rassurant dans le détail également sur le contrat avec Hinkley Point. Cependant, le fait d'être rassurant n'empêche pas d'avoir aussi un certain nombre d'inquiétudes. Pourquoi ? Parce que Flamanville, le PR de Flamanville, à plusieurs reprises, a vu une augmentation très forte de son coût. Et vous nous avez annoncé que cela devrait être mis en œuvre le 4e trimestre 2018. Qu'en serait-il s'il y avait d'une part prolongation de cette mise en œuvre de Flamanville et d'autre part, si c'était encore plus coûteux, quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'investissement éventuel en Angleterre? Il ne faudrait pas en effet que le PR de Flamanville devienne en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, le Concorde de l'énergie française. Et pour cela, il nous faut beaucoup de prudence. Enfin, deuxième question, sur le stockage de l'énergie, on en parle souvent. Je crois que c'est l'alpha et l'oméga de l'énergie de demain. Y a-t-il des recherches collaboratives avec l'ensemble des pays de l'Union européenne? Merci Yannick Vaugrenard. La parole est à Philippe Leroy et ensuite à Joël Labbé. Oui, ma première question, c'est la même que celle de Yannick Vaugrenard. Pourquoi ne pas attendre la certitude de terminer Flamanville avec une sécurité financière sur le plan des essais techniques en cours? Pourquoi ne pas attendre tout cela? Ça serait peut-être prudent dans le cadre d'une stratégie que je partage d'ailleurs. EDF, si on veut rester sur le marché mondial, dans la construction des centrales nucléaires, il faut espérer que Flamanville puisse marcher. Mais on n'en est pas encore sûr. Donc pourquoi ne pas attendre un peu par prudence? Deuxième question, vous n'avez pas parlé des énergies renouvelables, mais je suis assez heureuse que vous ne parliez pas de la biomasse. EDF ne semble pas avoir de projet dans la biomasse, et c'est assez heureux, dans la mesure où votre confrère E.ON s'est lancé dans un projet pharaonique à Tarascon, si j'ai bonne mémoire, ou à Gardanne, est en train de détruire bien des espoirs pour la filière bois. Donc, quid de la biomasse? Et merci peut-être de ne pas en parler ou de ne pas en faire. Troisième question, le grand carénage. EDF a-t-il bien imaginé l'association de l'économie locale, le développement local, à l'occasion des chantiers de grand carénage, à l'image de ce qui a été fait pour les stratégies grands chantiers quand on construisait les centrales? Je sais que chez moi, EDF a largement contribué au développement d'entreprises locales au moment de la construction de Cattenom. Et quid du carénage? Bien, merci Philippe Leroy. La parole est à Joël Labbé, ensuite Gérard Bailly. Oui, merci Monsieur le Président Lévy. Merci d'abord de votre exposé, de venir vous exposer. Je vous trouve très serein étant donné les enjeux, mais je crois que dans votre position, vous devez d'être serein. Beaucoup de questionnements quand même. N'oublions pas qu'on est au lendemain de l'anniversaire de la terrible catastrophe de Tchernobyl. D'une part. Alors, on a parlé démantèlement, notre collègue Martial Burquin. Vous annoncez à juste titre qu'on produit actuellement une électricité abondante et au moins chère par rapport à nos voisins. Pour ma part et pour notre part, nous estimons que le prévisionnement pour les futurs démantèlements, quels que soient les délais successifs qu'on va devoir financer, parlez-nous un petit peu des provisionnements et des garanties que vous avez sur le fait que ces démantèlements successifs, je veux parler à 10, 20, 30 ans, ça va commencer avant 10 ans d'ailleurs pour les premières, d'une part. D'autre part, derrière cela, l'avenir, votre société a un avenir aussi dans le démantèlement, de par un certain savoir-faire et une véritable économie dans le démantèlement sur le territoire français comme à l'étranger, si vous voulez nous donner quelques précisions.
Un deuxième point qui pourrait paraître plus léger, mais qui a son importance. On avait longuement débattu sur les ZNI, les zones non interconnectées, avec très peu d'enjeux, les petites îles notamment, à moins de 2000 clients. Donc, je sais que EDF était intervenu pour que la majorité obtenue ne puisse pas être renouvelée. Alors, pour le moment, puisque ces zones non interconnectées n'ont pas de statut particulier, est-ce que vous seriez à même de déléguer à de petits opérateurs pour mettre en place véritablement, en bénéficiant de la CSPE, des projets collaboratifs, des projets innovants, des projets expérimentaux dont on aura besoin au plan national et aussi au plan international. Merci Joël Labbé. La parole est à Gérard Bailly. Ensuite, Jean-Pierre Bozino. Oui, un constat, les accidents climatiques se font de plus en plus nombreux. Je pense ces dernières décennies, voire ces dernières années, tempêtes, coups de vent, neige, orage. Et aujourd'hui, on sait que quand on n'a plus d'électricité, toute la vie économique s'arrête. C'est peut-être encore plus important qu'hier d'avoir des dépannages rapides. Alors, une inquiétude d'abord qu'on ne diminue pas, bien c'est les gens qui font les réparations pour que je crois que même que le terrain en a besoin et très rapidement. C'est un souhait que je voudrais, que j'émets en cet instant. Deuxième question aussi, c'est par rapport des bruits qui ont été crus qu'il y aurait des effacements des jours de pointe, le JP. Pourriez-vous nous rassurer là-dessus et pouvoir dédire? Parce que je sais que dans le secteur où je suis, dans l'agriculture, on a beaucoup de séchage en grange l'été, avec beaucoup à le JP, et qu'à ce moment-là, l'hiver font des économies ces jours-là, ne consomment pas d'électricité. Donc c'est important en termes aussi dans ma région de séchage d'été où on a beaucoup besoin d'énergie au moment où il n'y en a pas besoin ailleurs. Alors, est-ce que l'IJP va se poursuivre? Troisième chose, vous avez parlé d'IKEA. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision? On l'avait juste évoqué. Et quatrième et dernière, la bourse, aujourd'hui, je crois que c'était à 12 € au lieu que c'était à 32. Quelles sont les incidences? Est-ce qu'il ne va pas y avoir là un manque de confiance aussi des différentes personnes? Est-ce que ça peut poser des problèmes? Bien entendu, et quelles sont les répercussions qu'il peut y avoir cette diminution importante des cours de bourse EDF? Bien, merci Gérard Bailly. La parole est à Jean-Pierre Bozino, ensuite Daniel Grémillet. Merci, messieurs les présidents. Franck Montaugé l'a évoqué. À mon tour, juste un mot sur les 70 ans d'EDF. Je ne suis pas certain que... Ils doivent être très peu, mais parmi ceux qui ont participé à la libération, à la création de cette grande entreprise qui était EDF-GDF, ils soient très fiers de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qu'on a fait de cette entreprise. Je veux le dire parce que, effectivement, on est à l'inverse de ce qui était leur démarche du bien commun. On a beaucoup parlé, vous nous avez beaucoup parlé, Monsieur le Président Lévy, de stratégie, de trajectoire financière, moins de stratégie industrielle et je pense qu'il serait utile que vous nous précisiez un certain nombre de choses de ce point de vue et en particulier vous avez évoqué les économies qui vont passer de 700 millions à 1 milliard et donc des suppressions d'emplois, hein, puisque le fait de ne pas renouveler des départs sont des suppressions d'emplois. Quelle est la répartition, si vous l'avez, des suppressions d'emplois, parce que moi j'ai une inquiétude en particulier sur les emplois qui concernent la recherche et le développement, mais aussi la production directe. Et puis une dernière chose, votre prédécesseur, Monsieur Proglio, en 2014, nous déclarait que cette grande loi qu'on appelle la loi NOM obligeait EDF à vendre un quart de sa production en dessous le prix de revient à ses concurrents. Qu'en est-il aujourd'hui, puisque de fait, ça aboutissait à subventionner des concurrents d'EDF? Bien, merci Jean-Pierre Bozino. La parole est à Daniel Grémillet, ensuite à Alain Durand. Oui, merci Président. Une première remarque que je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier de votre propos parce qu'il contribue à rapporter de la confiance. Et lorsqu'on est dans le champ concurrentiel, il est vraiment important d'avoir cette confiance. J'ai que deux questions simples. La première, vous n'avez pas du tout abordé le prix du baril, qui, d'après le monde pétrolier, s'installe quand même dans des niveaux très bas. En termes de concurrence, c'est un questionnement. Et ma deuxième question, c'est ma curiosité d'en savoir plus sur votre stratégie sur RTE.
on connaît l'échec de la SNCF et de RFF. On connaît l'importance et la réussite qu'a été EDF sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, quand j'entends votre propos, je voudrais en savoir un peu plus. Merci. Merci Daniel Grémillet. La parole est à Alain Durand, ensuite Anne-Catherine Loisier. Et merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Lévy, vous avez évoqué dans vos propos vos ambitions fortes, je cite, en matière d'énergie renouvelable. Et l'hydroélectricité fait partie de ces énergies. Donc je voudrais revenir sur les concessions hydroélectriques et plus particulièrement sur la mise en demeure faite à la France par l'Union européenne le 22 octobre dernier afin d'ouvrir les concessions hydroélectriques à la concurrence au moment de leur renouvellement. Alors certes, si l'envoi d'une lettre de mise en demeure ne préjuge pas de la conclusion finale de la procédure, par contre, la procédure permet à la Commission d'entamer un dialogue actif avec les autorités. Donc, Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser où en sont aujourd'hui ces discussions entre la Commission, l'État et votre entreprise? Et toujours sur le même sujet, au mois d'août dernier, dans la loi de transition énergétique, un nouveau dispositif d'ouverture des concessions permet également de repousser ces échéances dans la mesure où des travaux importants seront entrepris dans les ouvrages, compte tenu du contexte et des zones de turbulence qui ont été rappelées depuis le début et que traverse votre entreprise. Vous prévoyez de réduire les investissements et de les ramener à 10 milliards contre 15 aujourd'hui. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Président, où iront vos priorités? Est-ce que les 435 centrales hydroélectriques et les 622 barrages que compte notre pays seront impactés par ces baisses? Ce sont des interrogations, en tout cas, qui préoccupent les habitants de nos vallées, qui vivent depuis très longtemps avec l'hydroélectricité, qui reste une filière d'excellence. Merci Alain Durand. Anne-Catherine Loisier a la parole et ensuite Serge Larcher. Oui, merci Président. Donc ma question va à peu près dans le même sens, à savoir quelle est votre stratégie en matière de développement des ressources de production durable et plus précisément donc quelles sont les perspectives d'évolution dans la répartition des différentes énergies renouvelables au sein de votre production. Bien, merci Anne-Catherine Loisier. Serge Larcher a la parole et ensuite Dominique Estrosi. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Lévy, vous avez fait part de votre volonté de développer des solutions décentralisées. C'est dans ce cadre-là que je voudrais vous poser une question concernant le projet de construction d'une centrale géotechnique thermique dans l'île de la Dominique, projet porté à la fois par les deux conseils, par le Conseil régional de la Martinique, le Conseil régional de la Guadeloupe. Je rappelle que l'île de la Dominique se situe entre les deux îles. Et nous dépendons fortement aujourd'hui, vous savez bien, des énergies fossiles. Et ce qui fait que l'énergie coûte très cher dans ces îles qui sont non connectées. Bien, merci Serge Larcher. La parole est à Dominique Estrosi, ensuite à Yves Rome. Oui, merci Monsieur le Président. Vous nous avez dit que vous aviez anticipé de nombreux recrutements au début de la décennie de l'année 2010. Je voudrais me référer à un rapport de la Cour des comptes de mars 2016 qui souligne que les projets industriels d'EDF dans le nucléaire nécessiteront 110 000 recrutements d'ici 2020 en emplois directs et indirects, dont 70 000 emplois de niveau bac pro à bac plus 3. Alors qu'on sait que les 2 tiers des entreprises de la filière ont beaucoup de mal à recruter dans certains métiers. Je pense à la robinetterie, tuyauterie, soudage, bureau d'études. Et dans ce rapport de la Cour des comptes, il est également écrit que vous avez aussi identifié une faiblesse de la ressource d'encadrement, essentiellement compte tenu des délais de formation qui sont particulièrement longs. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu plus votre stratégie en matière d'emploi ? Bien, merci Dominique Estrosi. La parole est à Yves Rome. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. J'aimerais, vous l'avez évoqué partiellement, connaître votre stratégie par rapport à la numérisation de la société. Nous sommes en train d'examiner un texte sur la République numérique. Je voudrais connaître quelle est la stratégie d'EDF par rapport aux objets connectés dont on nous annonce des dizaines de milliards d'objets à l'intérieur de nos habitations et également connaître votre position par rapport aux sollicitations nombreuses dont nous sommes l'objet par rapport aux électrosensibles sur le compteur Linky. Merci. La parole est à François Calvet. Oui, moi, je voudrais juste poser une question pour savoir quel est l'état de fonctionnement et la rentabilité des interconnexions électriques, notamment avec l'Espagne, avec la THT nouvelle que vous avez fait passer depuis, qui part de l'Aude
et qui traverse les Pyrénées-Orientales et qui va jusqu'au Perthus. Et comment ça se passe et quels sont les échanges avec l'Espagne s'ils sont fructueux? Bien, on a terminé avec ma dernière question, qui est en fait la suivante. Concernant Fessenheim, Monsieur le Président, l'autorité de sûreté nucléaire a accordé 10 ans supplémentaires, qui nous pousse à au-delà de 2020. Est-ce qu'il est cohérent aujourd'hui, de la part du gouvernement, de demander la fermeture de réacteurs qui ont justement fait l'objet d'une validation par l'autorité de sûreté nucléaire? Quel serait l'impact financier? Il y a un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, un rapport bipartisan qui chiffre à 4 milliards d'euros le montant de ce qui devrait être versé EDF. Est-ce que vous pouvez confirmer ce chiffre? Enfin, en ce qui concerne la réduction de la part du nucléaire, le gouvernement semble vouloir diminuer dans les années qui viennent le nombre de réacteurs en service. Alors, je ne vous demande pas de me donner la liste des réacteurs qui seraient désignés, mais quels sont, selon vous, les critères qui pourraient être pris en compte? Est-ce que notamment celui de l'âge du réacteur? Enfin, si vous autorisez, concernant RTE, j'aimerais que vous soyez plus précis. La loi est très claire. Elle dit que RTE doit être à 100% public. Alors, est-ce que, par rapport à cette obligation, vous avez des informations qui laissent à penser qu'on sortirait de la sphère publique? Si on ne sort pas, bon, est-ce que passer d'une poche à l'autre sur le même costume change beaucoup l'équilibre financier de l'opération? Voilà. Monsieur le Président, vous avez eu beaucoup de questions. Je vous félicite les uns et les autres, y compris mon intervention qui s'est tenue dans le cadre que j'ai fixé. 33 minutes et il y a eu 22 interventions. Bien. 22 interventions auxquelles je vais essayer de répondre. D'abord en vous remerciant de vos questions. Je suis un peu confus parce qu'elles sont très diverses. Et alors les rassembler Elles sont diverses, oui. Les rassembler et essayer de donner une réponse un peu construite ne va pas être facile. Donc je vous prie à l'avance de m'excuser si je n'arrive pas à donner une réponse complètement structurée. En tout cas, peut-être je vais commencer par les sujets. Le président Lenoir avait commencé par cela autour d'Hinkley Point. Le président Lenoir et un autre des sénateurs ici présents a en effet posé la question d'abord de la garantie de volume d'Hinkley Point. Alors, je voudrais dire que nous sommes doublement garantis. Nous sommes garantis sur le prix, mais nous sommes doublement garantis sur le volume. Nous avons une première garantie qui est dans le marché, dans le mode de fonctionnement du marché britannique. Donc c'est une garantie générique sur la priorité donnée aux installations de base, puisque le nucléaire, bien évidemment, fonctionne en base. Et puis nous avons une deuxième garantie sur nos volumes, qui est dans le contrat pour différence que nous avons, de cette fois-ci, de façon spécifique au projet Hinkley Point, négocié avec le gouvernement britannique et qui est à l'intérieur donc de ce contrat pour différence. Donc nous n'avons pas de souci que nous arriverons non seulement à produire, à vendre au prix qui a été convenu, contractualisé, enfin qu'il est, dans le projet, que le contrat soit signé bientôt, mais aussi à écouler sur le marché nos volumes, parce que c'est un souci tout à fait naturel. La question que vous vous posez, nous l'étions posée, nous avons donc une réponse. En ce qui concerne les autres sujets sur Hinkley Point, le partage des risques, oui, nous avons deux actionnaires à part égale, enfin avec un niveau de risque à peu près équivalent, qui sont EDF pour les 2 tiers et les Chinois pour 1 tiers. Et d'ailleurs, je répondrai sur les chiffres du sénateur Poniatowski. Hinkley Point est au total un chantier qui va coûter environ, allez, ça dépend un petit peu du taux livre-euro, mais mettons qu'il coûte environ 24 milliards d'euros. Les Chinois, nos partenaires de CGN, vont en apporter le tiers, 8 milliards, et nous allons mettre en effet 16 milliards d'euros. Mais ce projet a déjà commencé depuis plusieurs années, donc nous n'avons pas devant nous la totalité des 24 milliards d'euros à dépenser, mais peut-être avons-nous dépensé déjà 10 ou 15% de cette somme. Alors nous avons en effet prévu un partage des risques, mais dans la mesure où EDF est
maître d'ouvrage, puisque nous sommes à la fois celui qui va fournir le réacteur et celui qui va l'exploiter à travers cette filiale. Nous avons mis en place des systèmes incitatifs pour que le EDF soit un petit peu récompensé du travail qu'il a déjà fait et EDF soit un peu pénalisé s'il est en retard. Mais ces montants sont tout à fait minimes, ils n'ont rien à voir avec le montant qu'il s'agit d'investir. Donc si les choses se passent bien, nous pourrions investir 1 ou 2% de moins par rapport aux Chinois. Si les choses se passent mal, 1 ou 2% de plus. C'est juste un mécanisme incitatif, mais il est de faible ampleur. Donc je réponds aussi ainsi à la question sur le partage de risques, sur la durée de réalisation. Il est clair que c'est un grand projet et que nous avons mis toutes les chances de notre côté pour le réaliser au bon moment, et notamment en tenant compte de façon essentielle des leçons que nous apprenons chaque jour sur Flamanville en particulier et aussi sur Taishan, puisque nous avons des dizaines de représentants d'EDF et d'Areva qui sont présents aujourd'hui en Chine pour la construction, et aujourd'hui ce sont plutôt les essais, la construction est à peu près achevée de Taishan. Donc nous mettons toutes les chances de notre côté. Je voudrais souligner, puisque j'avais des questions là-dessus, que les délais sont un sujet tout à fait essentiel. Notamment, Monsieur Philippe Leroy, vous disiez il faudrait attendre Flamanville. Mais c'est ce que nous avons fait. Puisque le chantier d'Hinkley Point va commencer en 2019. La phase que nous lançons aujourd'hui est une phase dans laquelle nous lançons les constructions des différents équipements, qui sont les mêmes qu'à Flamanville, sauf pour la cuve. Et puis ce sont surtout des phases d'études et des phases propres au site d'Hinkley Point. Parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, le canal de Bristol, dans lequel nous allons aller chercher l'eau, il a des caractéristiques, notamment l'eau est assez boueuse, qui nous obligent à faire des travaux spécifiques sur Hinkley Point et que nous n'avons pas à faire sur Flamanville, où dans le Cotentin, l'eau est beaucoup plus pure. Voilà. Et donc, les travaux que nous avons à faire sont essentiellement des études, des travaux de terrassement, des travaux de préparation de chantier. Et l'agencement des choses fait qu'en décidant Hinkley Point maintenant, le chantier de construction du bâtiment nucléaire d'Hinkley Point démarrera quand nous aurons terminé les essais de celui de Flamanville, c'est-à-dire en 2019. Et donc nous avons aujourd'hui une très bonne continuité dans la gestion de nos compétences. Si nous retardons, comme certains le demandent, le chantier de Flamanville, l'un des inconvénients, c'est que nous allons à nouveau avoir une rupture dans les chantiers, puisque le chantier de construction d'Hinkley Point, le premier béton de sûreté, donc la partie la plus difficile, hein, l'enceinte de bâtiments nucléaires et toutes ces constructions à l'intérieur du bâtiment nucléaire, seront retardées, alors de 2 ans, de 3 ans, je ne sais pas, peut-être jamais non plus, hein, mais seront retardées par rapport à la fin de Flamanville. Donc il faut voir que la décision que nous voulons prendre aujourd'hui sur Hinkley Point se cale au niveau du calendrier du mieux possible par rapport à l'achèvement de Flamanville. Et bien sûr, les équipes participent en permanence, les équipes d'Hinkley Point et les équipes de Flamanville participent en permanence les unes avec les autres à ce qu'on appelle le retour d'expérience. La durée de réalisation, mais nous nous sommes fixés des objectifs. À l'intérieur de ces objectifs, nous avons mis des provisions. Nous avons prévu des aléas. Un chantier comme celui-là, on ne se contente pas de dire on devrait faire tel jour ou telle semaine, telle tâche, on fait l'addition et puis voilà le planning. Non, par définition, en tant que responsable industriel, on met des aléas. Est-ce que ces aléas sont trop importants? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont insuffisants? Eh bien, l'avenir le dira, mais nous avons mis des provisions financières et des provisions de délai en matière d'aléas qui nous semblent respecter la meilleure appréciation que l'on peut faire des risques de dérapage. Et puis nous avons aussi, et nous l'avons fait dans le cadre du conseil d'administration, communiqué les éléments financiers qui conduisent à mesurer s'il y a encore des aléas supplémentaires au-delà des aléas qui sont déjà prévus. Et nous avons démontré que la rentabilité du projet, en fait, elle est à peine écornée par des délais supplémentaires. Pourquoi? Parce que la rentabilité du projet se fait par les 35 ans de prix garanti. Et qu'un décalage de prix
de construction, c'est désagréable. Mais ça ne bouleverse pas. Cela ne modifie que légèrement l'équilibre financier du projet. Ce qui fait l'équilibre financier du projet, c'est les 35 ans de prix garanti. Et c'est un point qui est donc tout à fait essentiel. Je voudrais peut-être parler maintenant des sujets sur la programmation des centrales nucléaires. Vous avez été nombreux à m'en parler, Monsieur Dubois, le président Lenoir, Monsieur Vaugrenard aussi un petit peu à travers les conséquences sur Flamanville. Je dirais que M. Courteau avait aussi un petit peu évoqué ce sujet en parlant aussi de Flamanville. Je voudrais vous dire que les choses vues d'EDF sont extrêmement claires. La représentation nationale a voté une loi. Le gouvernement met en place les textes d'application et EDF, entreprise implantée en France, applique les lois de la République. La loi prévoit la fermeture de Fessenheim lorsque Flamanville est mise en service. Nous aurons donc à fermer Fessenheim lorsque Flamanville sera mise en service et le gouvernement a souhaité que le dispositif qui conduira à cette fermeture, qui est donc à l'horizon de la fin 2018, la mise en service de Flamanville 3, fin 2018, que ce dispositif soit préparé et bouclé, si vous me permettez l'expression, dès cette année 2016. Le gouvernement a demandé de préparer les différentes étapes dès cette année 2016. Alors, quelles sont ces étapes? Eh bien, il y a l'étape actuelle, dans laquelle nous avons engagé depuis quelques semaines. Madame Ségolène Royal a désigné, il y a 5 ou 6 semaines, un négociateur sur l'indemnisation. Et l'étape actuelle, c'est que nous avons ouvert des discussions entre EDF et le négociateur du ministère de l'Environnement. Nous avons ouvert des discussions sur l'indemnité. En effet, la question si je puis dire, s'impose. Il y a un préjudice subi par EDF du fait de la privation qu'aura EDF lors de la fermeture d'un outil nucléaire qui, comme certains l'ont souligné, fonctionne bien, sur lequel l'autorité de sûreté nucléaire a donné des autorisations qui dépassent la date à laquelle il est prévu qu'il s'arrête de par la loi. Et donc le préjudice qui est, je crois, indiscutable, nécessite d'être chiffré. Ces discussions vont se poursuivre, j'imagine, dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis lorsque l'indemnisation aura été discutée entre l'État et EDF, nous aurons à ce moment-là à préparer l'approbation par le conseil d'administration d'EDF de cette convention entre l'État et EDF et à préparer ce que Mme Royal a annoncé, c'est-à-dire le retrait d'autorisation d'exploitation qu'elle a demandé pour le président de la République. Je crois l'a dit aussi à la conférence environnementale lundi dernier. Il est prévu que ceci soit fait au mois de décembre. Donc nous nous inscrivons dans un calendrier dans lequel nous discutons actuellement de l'indemnisation. Et puis, dans une deuxième étape, nous préparerons l'approbation par le conseil d'administration. Cette approbation devant d'abord faire l'objet d'un examen par les différentes instances représentatives du personnel concerné, puisqu'il s'agit d'une décision qui a des conséquences sociales. Il n'y a pas de doute et que donc il y aura de notre part à préparer les réponses aux questions que vont immanquablement se poser les représentants du personnel sur ce sujet. Sur la suite des opérations, eh bien nous avons aujourd'hui la partie renouvelable de la PPE et EDF s'inscrit clairement dans l'accélération de ces investissements en France. Nous avons, je vais peut-être répondre d'ailleurs à M. Courteau, en effet une politique affirmée de construction de nombreuses installations, de nombreuses infrastructures, éoliennes ou solaires, mais aussi une politique de cession de certains de ces actifs, car pour des raisons d'équilibre de notre bilan, nous ne gardons pas dans notre patrimoine la totalité des fermes éoliennes ou des fermes solaires que nous construisons. Nous en vendons une partie à des investisseurs qui ont un intérêt à eux-mêmes à revendre ces produits financiers très prévisibles à d'autres catégories d'épargnants. Et le rôle d'EDF, je crois qu'on peut s'accorder là-dessus, c'est plutôt de construire, pour nous tous, pour la planète, de construire un maximum de moyens
d'énergie décarbonée, d'électricité décarbonée, mais pas nécessairement dans une période où nous avons, vous l'avez les uns et les autres souligné, beaucoup d'endettement, pas nécessairement de garder la totalité des installations que nous construisons. Donc nous en gardons certaines, nous en exploitons beaucoup, nous avons créé des emplois pour la maintenance de ces installations que nous avons construites, mais assez fréquemment, en effet, Monsieur Courteau, nous les vendons. Alors ça, c'est sur la partie renouvelable de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie. Sur la partie nucléaire de la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous avons compris, moi j'ai compris des dernières déclarations qui ont été faites par le gouvernement, que d'ici au 1er juillet, une programmation de la partie nucléaire et peut-être d'ailleurs des autres actifs sera présentée par le gouvernement en consultation, notamment au Conseil supérieur de l'énergie. Et nous aurons à ce moment-là, chez EDF, à regarder ce que les différents scénarios qui nous seront présentés veulent dire et à préparer ce que sera l'application de cette PPE nucléaire, si on peut l'appeler comme ça, au parc nucléaire d'EDF à l'horizon 2010, à partir de l'horizon 2018-2019, puisque c'est à l'horizon 2018-2019 que devrait commencer à, si je puis dire, qu'on pourra mesurer l'évolution des différents scénarios quant à la croissance de la consommation d'électrique, la production d'énergie renouvelable, la production d'énergie nucléaire, les exportations qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il y a des exportations, et nous aurons à ce moment-là à nous inscrire dans cette PPE. Donc n'attendez pas d'EDF un travail détaillé sur le parc de centrales nucléaires et la traduction locale de ce qui pourrait se passer dans certaines hypothèses avant cette échéance. Et je rappellerai, comme d'ailleurs l'a tout à fait souligné Madame Royal récemment, je rappellerai que tout ceci dépend de l'avis que l'autorité de sûreté nucléaire aura à donner tranche par tranche sur chacun des sites quant à la possibilité sur chacun de ces sites de poursuivre l'exploitation pendant 10 ans de plus, voire 20 ans de plus, voire davantage, puisque j'ai plaisir à vous dire qu'aux États-Unis notamment, des installations nucléaires de la même génération technologique sont en train de dépasser les 60 ans et pour certaines vont obtenir probablement des autorisations d'exploitation jusqu'à 80 ans. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus exclure sur le territoire français et sur le parc français, dont je pense notamment par rapport aux questions que posait Monsieur Dubois, que je vous ai apporté les réponses que je suis en mesure de vous apporter aujourd'hui. Mais j'attends aussi, monsieur le sénateur, j'attends que la PPE soit nucléaire, soit précisée. Le président Courteau sera aux avant-postes, puisque président du Conseil supérieur de l'énergie, il aura à connaître le premier les propositions du gouvernement. Il sera saisi le premier. Et voilà, je voudrais parler aussi du travail que nous faisons dans la structure industrielle qui nous accompagne. Il y avait plusieurs questions, des questions de Madame Estrosi. Oui, Madame, nous avons des difficultés dans certains métiers et je dois vous dire que quand je visite certains chantiers, que je regarde et j'essaye de parler avec certains des opérateurs et que j'ai du mal à communiquer dans ma langue avec eux, c'est quelque chose que je regrette. J'aimerais bien pouvoir communiquer dans ma propre langue avec les opérateurs qui soudent, par exemple, sur nos chantiers. Et nous avons, il faut le reconnaître, un déficit aujourd'hui dans la capacité qu'a notre système éducatif, notamment dans l'enseignement professionnel, à répondre dans certains métiers du nucléaire. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas des cadres et des ingénieurs. Je pense qu'il s'agit plutôt des soudeurs, des tuyaux hauteurs, des robinettiers, des monteurs électriques. Enfin, dans ces métiers-là, nous avons des difficultés. Donc nous y travaillons étroitement. Nous y travaillons notamment parce que nous préparons le grand carénage avec toutes les ETI et toutes les PME qui nous accompagnent. Et nous essayons de le faire dans les bassins d'emploi. Dans certains bassins d'emploi où je me suis rendu, il y a des choses très, très fortes qui se font. Mais c'est un souci, en effet, qu'aujourd'hui, il n'y a pas adéquation entre la demande
dont nous sommes les porteurs et l'offre de compétences dans certains de nos métiers. Et je crois que des évolutions sont nécessaires dans la manière dont sont orientés nos jeunes concitoyens vers ces métiers où il y a des besoins. Des évolutions sont nécessaires pour que davantage on puisse parler le français sur nos chantiers. Je voudrais également sur la stratégie industrielle dire que nous travaillons très étroitement avec les ETI et les PME. Monsieur Leroy, vous en aviez parlé, et également Monsieur Bozino qui s'inquiétait de notre stratégie industrielle. Nous avons des concertations à la fois nationales et locales avec les entreprises qui nous accompagnent. On peut toujours faire mieux, mais je crois quand même que nous avons mis en place tous les process, toutes les méthodes qui nous permettent de préparer nos partenaires. C'est notre intérêt comme c'est le leur, aux différents chantiers, aux différents travaux qu'ils vont devoir faire pour nous. Voilà. Et enfin, sur le nucléaire, je voudrais dire un mot de démantèlement, parce que Madame Bataille m'a posé des questions sur CIGEO, et Monsieur Labbé également. Alors, d'abord, soyons très très clairs. Moi, je signe les comptes d'EDF. Et dans les comptes d'EDF, il y a des provisions pour la gestion des déchets en fin de vie et pour le démantèlement des installations. Et si je signe les comptes avec sérénité, comme soulignait quelqu'un tout à l'heure, c'est parce que je me suis assuré que ces comptes sont sincères, parce que sinon je suis en faute. Et je me suis assuré notamment, par exemple, s'agissant de CIGEO, s'agissant du démantèlement, que nous avons mesuré à leur juste valeur les dépenses qui vont devoir être faites. Et nous le faisons en fonction de notre expérience, puisque nous sommes déjà aujourd'hui en train de démanteler certaines centrales au graphite, à Chinon, à Bugey, etc., de la génération précédente, et que nous avons par nous-mêmes établi des devis, et que ces devis ont été vérifiés par nos commissaires aux comptes, mais que régulièrement la Cour des comptes se penche sur ces provisions, et que encore tout récemment, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer a fait procéder à un troisième audit indépendant par des experts, et que j'ai sur mon bureau le rapport des experts commandé par le ministère, le rapport de la Cour des comptes et le rapport de mes commissaires aux comptes qui me disent « Oui, Monsieur le Président, vous pouvez signer ces comptes parce qu'ils reflètent sincèrement les dépenses qu'il va falloir faire pour démanteler le parc. » Et je voudrais aussi souligner que ces activités sont pour nous un projet industriel important, que j'ai d'ailleurs réorganisé à mon arrivée en confiant à une personne unique le soin d'assurer la gestion globale de nos compétences, de nos projets, d'optimiser nos dépenses, et que nous sommes nous-mêmes un opérateur sur certains domaines, et nous avons une filiale qui s'appelle Socodei, qui est principalement basée sur la région Rhône-Alpes et qui elle-même traite un certain nombre de ces matériaux qu'il faut démanteler et gérer dans la durée. Et sur CIGEO, vous aurez remarqué que suite à l'arrêté du ministère qui a augmenté la dépense prévisionnelle sur CIGEO pendant les 130 ou 150 ans qui viennent, nous avons augmenté nous-mêmes la provision dans nos comptes sur CIGEO. Nous l'avons augmenté de 800 millions, de 800 millions d'euros dans les comptes que j'ai signés, que M. Gir également a signé au titre de l'année 2015. Donc s'il doit y avoir des dépenses supplémentaires, nous les inscrivons dans nos comptes, et croyez bien que je serais très mal à l'aise si je ne reflétais pas dans les comptes que je signe la connaissance que j'ai des dépenses futures. Et donc je ne le ferai pas. Je reflète cela dans nos comptes. Et après, chez les saumons, il n'est pas supprimé, il est baissé de niveau. C'est la baie qui finance. Ridicule et qui nous prive de millions d'euros. Allez, eh bien, c'est une bonne transition, monsieur le sénateur, pour parler d'hydroélectricité. Alors, je ne vous parlerai pas des passes à poissons, qui sont un sujet important, mais je dirais coûteux également, en vous disant que c'est un sujet que nous prenons très au sérieux, car la France a été mise en demeure de modifier le régime qu'elle applique depuis une quinzaine d'années,
et que la Commission de Bruxelles, la direction de la concurrence de la Commission de Bruxelles, estime ne pas être conforme aux directives que la France a elle-même approuvées et mises en place à travers des lois successives. Et donc nous avons en effet un souci, c'est celui d'assurer la continuité de la production hydraulique et à travers la production hydraulique, la continuité de ce que nous faisons dans les territoires, dans les vallées, parce que la ressource hydraulique, bien sûr, a des effets bénéfiques sur l'irrigation et l'agriculture, sur la biodiversité, sur le tourisme et bien sûr aussi sur les ressources propres que nous payons. Et je voudrais d'ailleurs rappeler que, Madame Lamure, que nous payons les redevances hydrauliques telles qu'elles sont prévues dans les textes. Là, de la même façon, j'aurais du mal à ne pas payer ce qui est prévu. Alors la Commission nous a fait savoir il y a quelque temps qu'elle souhaitait discuter avec l'État français et accessoirement avec EDF de la manière dont cette mise en demeure va être la réponse, je dirais, concrète et pas simplement de la réponse juridique. Il y a une réponse juridique qui a été formulée par l'État et EDF a également apporté sa propre contribution à cette réponse juridique. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir comment on sort de tout cela. Et donc il est un peu tôt pour en parler puisque le message que nous avons de la Commission est récent. Mais ce message, c'est un message, bien, asseyons-nous autour d'une table et discutons de la manière dont les choses vont évoluer. Des appels d'offres seront sûrement lancés à un certain moment. Bien évidemment, EDF y répondra. C'est une évidence. Nous souhaitons conserver notre patrimoine. Je crois que nous faisons un bon travail en matière d'exploitation du système hydraulique français. Et nous avons d'ailleurs en tête que le potentiel hydraulique français pourrait être, dans certaines conditions, encore amélioré avec certaines infrastructures qui n'ont pas été construites ces dernières années et qui pourraient l'être si les conditions étaient réunies. Voilà, je pense avoir à peu près répondu sur l'hydraulique. Je voudrais dire un mot de RTE, notamment Madame Bataille a parlé de RTE. Monsieur Grémillet aussi, comment voyons-nous RTE il y a aujourd'hui une situation qui est un peu curieuse pour quelqu'un qui, comme moi, vient de l'extérieur et qui s'aperçoit que RTE est détenu à 100% par EDF, mais que compte tenu du rôle essentiel de RTE pour assurer une répartition juste des connexions, des moyens de production au réseau de transport, dans sa grande sagesse, et on peut comprendre pourquoi, le régulateur impose à EDF de ne pas se mêler des affaires de RTE. D'ailleurs, je répondrai, c'était l'une des dernières questions, à M. Calvet, que je ne suis pas capable de vous parler du fonctionnement de la ligne avec l'Espagne, car c'est RTE qui s'en occupe et que je n'ai même pas le droit de poser la question, en pratique. Mais vous avez le droit de poser la question à M. Brotte lorsque vous le verrez. Et donc l'étanchéité dans la gestion, dans le fonctionnement, dans le management entre RTE et EDF est totale. Et néanmoins, nous détenons 100% du capital de RTE. Et donc, nous avons un projet qui s'inscrit dans la loi actuelle, donc qui ne prévoit pas de changer les dispositions législatives qui imposent que la totalité du capital de RTE soit détenue par des structures du public, des structures publiques, donc à l'intérieur de ce cadre où tous les actionnaires de RTE sont publics, nous avons le projet d'ouvrir le capital dès lors que cela s'inscrit dans le projet d'entreprise, dans la stratégie que François Brotte et ses équipes sont en train de préparer. Et ce projet, le gouvernement a demandé à François Brotte et à moi-même de le préparer au printemps et de le mettre en place cette année. J'espère que ça pourra être fait, car ça pourrait, je crois, donner une ouverture stratégique importante à RTE, mais c'est à François Brotte de le dire. Et ça pourrait aussi donner à EDF une vision quand même plus logique de son patrimoine, puisque détenir un actif à 100% mais ne pas pouvoir le gérer, c'est quand même un petit peu bizarre, si vous me permettez. Nous ferons dire François Brotte, président de RTE. Voilà. Vous aviez des questions sur les effectifs. Oui. Alors, je voudrais vous dire que les effectifs d'EDF ont beaucoup augmenté ces dernières années, de bien plus de 3 000 ou 4 000 emplois, plutôt de l'ordre de 10 000.
Et donc là maintenant, nous allons les faire baisser un peu par rapport à une augmentation forte qui a eu lieu ces dernières années. Et pourquoi cette augmentation forte? Eh bien parce que nous avions beaucoup embauché lorsque le programme électronucléaire a été lancé. Ça doit être du temps du président Pompidou ou des débuts du président Giscard d'Estaing. Et nous avions beaucoup embauché, et donc nous devons nous préoccuper de remplacer les compétences. Et notamment dans certains métiers du nucléaire, on ne devient pas expert, compétent pour gérer des sujets qui sont difficiles simplement avec quelques mois de formation. Il faut plutôt parler d'années entre la formation un peu théorique et puis la formation sur le terrain. Et nous avons organisé un dispositif dans lequel nous avons beaucoup embauché au début de la décennie, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons formé les personnes que nous avons embauchées, nous les avons mises en binôme avec les anciens, un mentoring, comme on dit aujourd'hui, et puis maintenant les anciens partent à la retraite et les nouveaux sont déjà là, parce qu'ils ont été embauchés il y a quelques années, et que nous allons ainsi pouvoir opérer, exploiter le réseau en toute sûreté, avec une très bonne performance industrielle et en ne remplaçant pas, en effet, la totalité des départs en retraite. Mais ce que nous prévoyons, je voudrais souligner, c'est que nous allons, au total, si on prend cette espèce de bosse suivie d'une réduction, nous allons avoir au total plus d'emplois chez EDF, on peut s'interroger là-dessus, que nous n'en avions au début de la décennie, alors même que la consommation n'augmente pas. Ce qui, évidemment, est quelque chose qui nous interpelle. Mais à ce stade, nous prévoyons donc ces diminutions qui sont tout à fait sous contrôle. Évidemment, il continuera à y avoir des embauches et notamment faire en sorte que le réseau, dans sa capillarité locale, continue à bien fonctionner. Nous continuerons aussi à embaucher en matière de recherche et développement. Et M. Bozino s'inquiétait de ce sujet. Donc nous continuerons à embaucher de façon à mener la totalité des missions qui sont les nôtres. Néanmoins, il y aura certaines réductions d'effectifs. Et en ce qui concerne les économies, Mme Bataille notamment avait abordé ce sujet. Eh bien, nous allons travailler dans le cadre du plan général qui a été présenté en conseil d'administration. Nous allons travailler à mettre en place les économies qui correspondent à cette nouvelle trajectoire. Je voudrais répondre sur le sujet des actifs thermiques, et notamment Madame Prima. Nous avons un projet à Porcheville qui est aujourd'hui en consultation. Nous avons sur Porcheville ouvert un dialogue social avec les instances représentatives du personnel pour préparer une éventuelle mise à l'arrêt de Porcheville un peu plus tôt que prévu. Nous le prévoyons précédemment à début des années 2020 et nous envisageons de le faire en 2018. Et pourquoi cela? Eh bien parce que même dans les cas aujourd'hui que je citais de risque sur le réseau, il n'y a pas aujourd'hui de rentabilité, mais il n'y a même pas non plus de fonctionnement. Ces installations, d'ailleurs je souligne que 2 des 4 tranches ont déjà été fermées en 2008. 2 des 4 tranches ont été fermées dans 2008. Il reste 2 tranches, il reste environ 190 salariés, quelques dizaines de prestataires. Et donc nous projetons cette fermeture. Nous en discutons avec les autorités politiques locales également. J'ai rencontré M. Bédier, qui est le président du Conseil général des Yvelines. Et nous essayons de voir avec lui comment optimiser la gestion du site, avec une partie du site qui est destinée à rester chez EDF, mais une partie du site sur laquelle nous envisageons avec le Conseil général donc de mettre à disposition ou de céder du terrain pour revitaliser ce site qui a une vocation industrielle, m'a dit Monsieur Bédier, mais c'est à lui d'organiser ces choses-là. Donc je suis très attentif au cas de Porcheville et bien évidemment pour les effectifs concernés, pour les prestataires concernés, nous ferons bien les choses puisque nous avons des cellules de reclassement qui se mettront en place le moment venu, puisqu'aujourd'hui la décision n'est pas formellement prise, elle est encore dans le cadre de la consultation. Je voudrais parler un petit peu de recherche et développement pour vous dire que nous essayons, avec les moyens qui sont les nôtres, et vous aviez des questions, vous étiez assez nombreux à avoir des questions là-dessus, M. Bourquin notamment,
l'hydrogène, voilà, Monsieur Rome, d'une certaine façon, à travers les objets connectés, nous essayons de répartir nos dépenses de recherche et développement. Je rappelle qu'elles sont de 600 millions d'euros par an. Nous essayons de les répartir en fonction de nos différents objectifs stratégiques, faire que dans une entreprise, la recherche et développement soit cohérente avec la stratégie CAP 2030 dont je parlais. Donc nous avons bien évidemment une partie importante de notre recherche et développement dans le domaine de la production classique, si je puis dire, le nucléaire, la production d'énergie renouvelable, l'hydraulique, sur lequel nous travaillons aussi pour certaines optimisations, notamment sur le centre de Chatou. Mais nous essayons aussi d'anticiper ce que va être le marché de l'énergie dans les années qui viennent. Donc nous avons de nombreux travaux en matière de recherche et développement autour des réseaux intelligents, autour de l'utilisation du numérique pour optimiser l'efficacité de notre production et au niveau de l'utilisation des technologies numériques pour optimiser la manière dont nos clients dans les territoires vont eux-mêmes optimiser leur consommation, organiser les moyens de production locaux. Nous avons un très gros chantier qui est mené sous l'égide de RDF en matière de smart grid, parce que la gestion d'un réseau, si je puis dire, centralisé, c'est entre guillemets simple, c'est évidemment très compliqué, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un réseau dans lequel, en fonction de caractéristiques qui peuvent aller et venir très vite, comme le vent et le soleil, vous devez injecter localement de très nombreuses installations qui viennent se substituer au courant qui vient du réseau centralisé. Donc les smart grids sont des sujets très importants. Nous avons des expérimentations, j'en ai visité 3 dans trois grandes villes en France, à Lyon, à Nice et à Toulouse. Et nous essayons de faire en sorte que nous soyons au premier plan parce que c'est un sujet tout à fait majeur. C'est un sujet qui intéresse les territoires, qui intéresse les métropoles, mais aussi les territoires en général. Et donc nous essayons d'être présents là-dessus et d'insérer petit à petit le compteur Linky dans un écosystème qui lui permettra de rendre tous les services qu'on peut attendre du compteur Linky. Et je voudrais dire un mot là-dessus. D'abord, le compteur Linky ne rendra ses services qu'à ceux des clients d'EDF ou des concurrents d'EDF qui le souhaitent. Ce sont des systèmes où il faut être volontaire pour s'insérer dans un écosystème d'optimisation de la consommation. Les informations du compteur Linky, elles ne sont disponibles que à ERDF pour faire la facturation. Et ce ne sont que les Français qui décideront qu'ils veulent participer à un système d'optimisation de leur consommation d'électricité, qui pourront donner le droit à leurs prestataires d'accéder à des informations de Linky. Mais les Français qui ne le souhaitent pas, eh bien, la seule information de Linky, ce sera l'information de comptage qui permet la facturation à ERDF. Et je voudrais souligner, parce qu'on parle d'électrosensibilité, que d'abord nous avons en effet quelques soucis avec des communes ça et là qui n'ont pas l'air enthousiastes à l'idée qu'il y a un compteur numérique qui délibère dans ce sens et que nous essayons de leur faire comprendre par différents moyens que la loi doit s'imposer partout. Et puis nous avons aussi quelques personnes qui s'inquiètent d'un compteur. Et moi, je voudrais simplement rappeler que les émissions d'ondes radioélectriques par le compteur Linky sont extrêmement modestes. Elles sont très inférieures, par exemple, à ce que sont les émissions d'objets ménagers tels que les fours à micro-ondes, par exemple, qui émettent beaucoup, ou même la plupart des objets que nous utilisons. Donc, je crois qu'il faut essayer d'être raisonnable sur ces sujets-là. Voilà, je vais terminer peut-être, si vous me le permettez, j'espère avoir à peu près, oui, je rassure, sur les questions financières. Sur les questions financières, le prix du baril, la loi NOM et tout ça. Alors, le prix du baril, d'abord, il est un peu remonté. Il est plus autour de 45 $ aujourd'hui que de 30. Bon, le prix du charbon, lui, n'a pas vraiment remonté, donc il faut regarder la corrélation entre les différentes énergies.
Le prix du baril a un peu remonté, le prix du charbon n'a pas remonté parce qu'il y a le phénomène du gaz de schiste aux États-Unis qui fait qu'il y a un trop plein de charbon aux États-Unis qui se déverse en Europe et que ceci a baissé les prix de l'électricité de façon considérable. Alors à ces prix-là, bien sûr, l'AREN et la loi NOM ne s'appliquent pas. On est tous d'accord là-dessus. Nous avons l'obligation de vendre à 42 € du mégawattheure une partie de notre production nucléaire, mais quelqu'un qui peut l'acheter à 28 € du mégawattheure, on ne voit pas pourquoi il irait l'acheter à 42. Donc depuis maintenant 2 semestres, nous ne vendons plus du tout d'électricité au prix de l'AREN, ce qui d'ailleurs amène à s'interroger sur cette partie-là de la loi NOM et ce système dans lequel quand les prix sont élevés, c'est au détriment d'EDF, et quand les prix sont bas, c'est au détriment d'EDF. Ce n'est pas un très bon système. On aimerait trouver mieux. Je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Alors, au total, nous avons donc cette situation financière dont je parlais. Je répondrai au sénateur Poniatowski que nous avons optimisé les investissements du grand carénage d'environ 15% et qu'ils sont aujourd'hui de 51 milliards d'euros courants, alors qu'ils étaient préalablement de 55 milliards d'euros en euros 2012. Donc nous sommes passés des euros 2012 aux euros courants, de 55 à 51, et donc c'est sur la période 2014-2025. Je répondrai aussi au sénateur Poniatowski que nous avons l'intention sur Areva de dépenser non pas 2,5 milliards d'euros, mais la moitié de cette somme, puisque nous avons l'intention d'acheter 51% d'Areva et non pas 100%. D'Areva NP, pardon. Areva lui-même va garder une partie d'Areva NP nous aurons, j'espère, des partenaires, nous discutons avec eux, des partenaires asiatiques qui prendront une partie du capital dans le cadre de partenariats stratégiques que nous avons avec ces partenaires asiatiques. D'un côté, nos amis chinois et de l'autre côté, nos amis japonais. Et puis notre dette, vous l'avez souligné, elle a augmenté chaque année. La dette comptable est aujourd'hui de 37 milliards d'euros, c'est un chiffre qui est élevé. Il y a des engagements hors bilan qui rendent les agences de notation dans une situation d'examen détaillé de notre capacité à rembourser cette dette, parce que nous avons des engagements qui sont hors bilan, notamment en matière de retraite, et que nous avons donc des perspectives qui méritent une grande attention. Il faut que nous puissions, en toutes circonstances, lever la dette sur les marchés dont nous avons besoin pour renouveler cette dette. Sur les 3 prochaines années, pas de difficultés particulières puisque nous avons assez peu de remboursements de dettes à renouveler. Par contre, à l'horizon 2020, nous avons beaucoup de dettes à renouveler, et notamment une dette hybride qui a été construite en 2013 et 2014 et qui nécessite qu'on regarde les choses avec beaucoup de précaution. Et donc l'évolution de la dette, je crois que je l'avais dit d'ailleurs lors de mon arrivée, est vraiment un sujet de préoccupation. Et de ce point de vue-là, l'impact d'une recapitalisation d'EDF à travers les mesures prises sur le dividende et l'augmentation de capital que nous préparons pour la fin de cette année, il est réel, il est significatif. C'est un impact qui est significatif. Et les choses ont été calculées par nous de manière à rendre nos investissements et notre bilan cohérents. Nous aurons, après cette augmentation de capital, les moyens de financer nos investissements et les moyens de faire le grand carénage. Je réponds aussi au sénateur Poniatowski, par nous-mêmes. Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui d'ouvrir le capital de nos centrales nucléaires. Il y a quelques centrales, mais c'est très mineur, dont des participations très minoritaires à Chaux, à Bugey, je crois, à Fessenheim. Chaux, Bugey, Fessenheim, il y a quelques participations. Et aussi Tricastin. Mais aujourd'hui, nous détenons quasiment 100% de ce parc et notre intention est de continuer à détenir 100% de ce parc. Sur les cessions d'actifs, je répondrai à monsieur Vincent. Il verra le contrôle. Je dirais qu'en effet, nous prévoyons de vendre 10 milliards d'euros d'actifs, mais que nous n'avons pas de répartition détaillée année par année. Mais sur ces 10 milliards d'euros, si nous en arrivions à vendre 6 milliards dès cette année, je trouverais ça formidable. Je ne pense pas qu'on y arrivera.
Je pense qu'il faut mieux imaginer que sur les années 2016, 2017, quelque chose d'un peu écouille réparti et quelque chose d'un peu lissé. Non pas que, évidemment, si nous arrivons à bien vendre très vite les actifs que nous voulons vendre, on aura fait un très bon travail, mais nous sommes plus prudents que cela dans nos prévisions de trajectoire financière. Voilà, je crois que j'en ai à peu près terminé sur la quasi-totalité des sujets. Vous m'aviez parlé de l'incidence de la baisse du cours de bourse sur l'entreprise. Eh bien, je dirais qu'elle est indirecte. Elle est indirecte, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise constate que le cours de bourse a baissé, que les investisseurs qui étaient rentrés au moment de la mise en bourse ou qui ont acheté des titres sur le marché ont perdu de l'argent, ce qui est parfaitement regrettable. Et je pense notamment au fait que certains salariés eux-mêmes ont souscrit et n'ont pas fait une bonne affaire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'effet direct sur l'entreprise, c'est plutôt notre réputation, notre image, ou l'image que peut avoir l'entreprise lorsqu'elle lève de la dette. Alors nous avons levé de la dette sans difficulté en octobre 2015. Nous avons une très bonne couverture par les marchés de dette de l'évolution des choses. Donc nous n'avons pas de tension aujourd'hui sur ce qu'on appelle le CDS, c'est-à-dire la prime de risque qui est mise sur la dette d'EDF. Je m'excuse, c'est un peu technique. Donc notre dette se tient bien, comme l'on dit, mais nous sommes extrêmement vigilants parce qu'entre le cours de bourse et la croissance régulière de l'endettement d'EDF, nous ne pouvons pas laisser les choses dériver. Et c'est pour cela que nous avons présenté au conseil d'administration le plan que je vous ai décrit aujourd'hui. Voilà, j'ai à peu près terminé, je vous remercie. Monsieur, en ce qui concerne la Dominique, j'ai compris que cette installation, l'appel d'offres avait été remporté par un concurrent, et ce sont des choses qui arrivent. Pardon ? EDF a tradé. C'est pas très favorable. Ah, c'est possible, mais vous savez, nous n'avons vocation à répondre à beaucoup d'appels d'offres, mais il faut aussi, de temps en temps, accepter de ne pas tous les gagner. Monsieur le Président, au moment où tout le monde se lève, je voudrais vraiment vous remercier pour la précision des réponses que vous avez apportées. Il y a eu beaucoup de questions, vous l'avez vu. Tout le monde a été extrêmement respectueux du temps de parole. Vous-même, en un temps finalement relativement court, avez apporté, je crois, beaucoup de réponses. Écoutez, merci encore d'être venu ici, et nous poursuivrons nos échanges avec, en effet, François Brottes, qui sera invité à venir devant nous. La séance est levée. Merci. Voilà pour l'audition de Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, le géant français de l'électricité. Jean-Bernard Lévy qui est revenu sur la situation financière du groupe à l'occasion de cette audition devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques, et qui a également défendu le projet d'EPR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.